Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs, bienvenue à tous sur ma chaîne Vérité à venir. J'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, c'est le cas. Je suis même très satisfait de pouvoir vous retrouver dans une série d'émissions où le sujet que nous allons aborder va être traité avec sérieux. Et néanmoins, depuis un petit temps, j'étais mitigé quant à l'angle d'approche, et bingo, l'actualité me fait un cadeau avec le cas de figure Ceuta. Voilà, notamment à la pointe de l'Afrique, sur un territoire qui est une esclave entourée d'une partie du Maroc, et où vous avez eu l'instrumentalisation de l'espoir de certaines personnes qui pensent qu'en émigrant vers l'Europe, ils vont faire carrière, pouvoir renvoyer des sous au pays, rendre fiers leur famille, alors que bien souvent, ils débarquent, ils n'ont rien, ils sont exploités, après ils vont zoner, tomber dans les mafias, les cartels, et accentuer encore la division entre les Européens et les envahisseurs, les nouveaux arrivants. Ce qui derrière crée du chaos. Et ça, c'est un problème. Alors, le cas Ceuta, dont nous allons reparler vaguement, m'a permis de faire une approche pour accéder à un ouvrage qui me tenait à cœur, qui se nomme Première Guerre mondiale, panislamisme et nationalisme tunisien, parcours des figures tunisiennes en Allemagne au début du XXe siècle. En parcourant ce livre, que je n'ai pas encore conclu, je me suis aperçu de l'importance de la prise d'informations, de la manière de connaître les failles et les faiblesses sur des territoires, même des fois des adversaires, mais pas forcément chez eux-mêmes, nés par leurs partenaires. Ou encore, comme au siècle dernier, à savoir pour la France, une de ses colonies qui était l'Algérie. L'objectif de certains était de débarquer en Afrique du Nord, de prendre la température au niveau des populations, voir où ils pouvaient créer de la rébellion vis-à-vis des fois des impérialismes ou d'autres autorités qui n'étaient pas forcément issues même de leur pays. Et ça a été plus loin, puisqu'après, par les redécoupages et la connaissance de ces régions, beh, il y a eu ce que l'on connaît, la division Maroc, Algérie, la Tunisie qui est un peu plus loin, la Libye déstabilisée, des vannes entièrement ouvertes pour après ramener, entre autres, des subsahariens aussi ou d'autres populations qui ne vont pas être en adéquation aux valeurs, aux coutumes et aux traditions encore des pays qui vont rejoindre. Alors, Ceuta, c'est quand même le parfait exemple des ingérences. En 2021, il y avait déjà un précédent, puisque le Maroc avait dépêché quelques milliers de personnes, alors pas autant, je crois que c'était 10 000 ou 15 000 individus, qui avaient débarqué comme ça du jour au lendemain, et qui demandaient après à pouvoir accéder par l'espace Schengen au territoire espagnol européen. Et à partir de là, après, prendre les papiers ou partir d'un pays à un autre. Et ça avait créé l'alerte. On se demandait même si les services de renseignement espagnols avaient vu venir la chose, ou bien s'ils s'étaient fait devancer par les Marocains. Et qu'en était-il de la DGSE pour les Français, qui ont une forte influence et présence, entre autres, en Afrique, et particulièrement en Afrique du Nord? Que se passait-il? Où était la collaboration et la transmission, des données entre services européens? Puisque nous-mêmes, après, on va en pâtir de la venue de milliers de personnes qui vont nécessiter des logements, un soutien, auprès d'associations, des finances publiques, pourquoi pas, même de la bouffe, bref, des maraudes. Ça va créer pas mal de dépendances secondaires. Et l'année 2021, dans cet exemple, était parfait. Puisqu'à ce moment-là, réunion de crise, les Espagnols se mettaient à table et réfléchissaient à comment financer le Maroc, comme l'Europe finance la Turquie, pour éviter d'avoir ces marées humaines qui débarquent. Et l'Espagne avait trouvé une enveloppe de quelques millions d'euros. Et finalement, ils avaient fait mieux encore, en contactant l'Union européenne, en expliquant la situation, ben, il avait été décidé que 2021 à 2027, l'échéance approchant d'ailleurs, eh bien, une enveloppe de 500 millions d'euros serait distribuée pour les Marocains. Autant vous dire que là, de leur côté, c'est bingo, hein, c'est gagnant pour eux, puisque d'un côté, on les paye pour retenir des populations ou les renvoyer dans le désert,
et en même temps, ils ont cette force du jour au lendemain d'accumuler des dizaines, des centaines de milliers de personnes et de débloquer d'un coup les portes, les accès pour aller de l'Afrique du Nord en direction de l'Europe, même sur des bateaux de fortune ou par d'autres moyens, des embarcations qui vont leur permettre par la suite de faire la grande invasion. Donc le Maroc, c'est que d'un côté, il met la pression, il prend du pognon, de l'autre, il va avoir sur son territoire des petites mains limite esclavagisées qui vont travailler pour un rien, ce qui va entraîner beaucoup plus de cadence de production, d'exportation, de facto d'importance du pays vis-à-vis d'ailleurs de régimes voisins, avec la conflictualité que l'on connaît. Et c'est tout le sujet, puisqu'après, ces gens même, quand ils se déplacent soit dans ces pays d'Afrique du Nord, ou bien ces Africains noirs ou ces Maghrébins débarquant en Europe, ça entraîne ni plus ni moins des économies parallèles, des trafics, des mafias, des cartels, et peut-être ce lien avéré entre la délinquance et l'immigration. Même si l'auteur de ce livre veut nous faire larmoyer sur le sort de certains, ou encore des familles où les parents ne jouent pas leur rôle, et donc l'État français, ou en tout cas les États européens, seraient redevables de devoir éduquer encore plus qu'il n'en est des enfants qui ne sont pas les leurs, et des peuples qui ne sont même pas originaires d'ici, c'est une folie. Mais ceci dit, ces deux ouvrages vont être utiles après pour la suite, puisque nous remarquons que ce n'est pas seulement des choses entre l'Europe de l'Ouest et l'Afrique dans sa globalité, il y a des ingérences qui pourraient également émaner des Russes, des Européens de l'Est, des Soviétiques et des anciens communistes, qui rêvent que d'une seule chose, combattre le christianisme, abolir notre identité pour en proclamer une nouvelle, ni Dieu ni maître, et c'est alors le danger rouge, comme il existe d'ailleurs en Amérique, où l'on avait un livre qui est très intéressant qui viendra, Alerte rouge sur l'Amérique. Ceci étant introduit, j'avais quand même, avant de parcourir les ouvrages, un magazine, celui de l'Express, paru le 30 juillet, avec pour titre le palmarès des meilleurs espions, et en tête le MI6, la DGSE ou encore les services ukrainiens. Bon, leur article est extrêmement basé sur le danger de l'Europe de l'Est, les faits d'armes de certains espions, et également les mérites. Alors, il y a un passage, parce qu'il n'y a pas grand-chose à tirer de ceci, mais il y a un passage qui m'intéresse. Alors, un petit instant, je vous laisse liker et partager. Ah, je vais trouver une petite goutte. Les Français sont tellement les meilleurs sur l'Afrique que même les Britanniques nous renvoyaient vers eux quand on avait des questions, se souvient un ancien dirigeant du renseignement canadien retraité en 2024. Cette expertise leur a permis de faire un peu oublier le fiasco de 2022 quand la France a refusé d'admettre l'imminence de l'invasion russe de l'Ukraine. Bon, après, est-ce qu'ils l'ont refusé pour mieux l'instrumentaliser et dire que maintenant il fallait une économie de guerre, mobiliser l'Europe et comme le voulait Macron, une armée européenne? Peut-être. Quoi qu'il en soit, l'article poursuit avec 60 professionnels qui ont été entendus, ayant établi des critères sur ce que l'on peut définir et comment caractériser les services de renseignement ainsi que leur efficacité sur le terrain, à renverser des fois des pouvoirs, à livrer des infos, à faire de l'espionnage industriel, militaire, politique et encore à prendre les températures dans les populations. Et ce qu'il en ressort, c'est le Royaume-Uni en tête. Je pense que c'était pas une surprise, avec le MI6 entre autres, qui obtient 251 points et qui devance largement tous les autres. En second, la France, avec la DGSE, 169 points, et les autres, après, on peut diviser quasiment par deux. Les Pays-Bas, avec l'AIVD, l'Ukraine et le SBU et HUR, ainsi que l'Allemagne, qui pour l'instant est très mal notée, alors qu'on connaît la puissance des Allemands, nous allons en reparler, ainsi que leur Gestapo, avec ce qui s'appelle le BND. Et dedans, les experts disent à un moment que le BND allemand, c'est-à-dire les services de renseignement allemands, ont été un peu moqués parce que ils doivent rendre des comptes.
au nom du «plus jamais ça», ils sont pas totalement libres de leurs faits et gestes et il y a une surveillance même européenne très accrue qui limite énormément leur potentiel. Alors qu'on leur connaît, des talents et des capacités, incroyables et depuis mars, il y a pas très longtemps là, entre, 2021 je crois et 2024, il y a eu une autorisation pour les remettre dans la course parce qu'il y a le danger entre autres des Russes, et pas seulement. Même les Chinois avec cette guerre, aux intelligences artificielles, aux technologies et encore en modèles économiques qui interviennent. Donc ils ont décidé au niveau européen de leur redonner les moyens et l'Allemagne reprend tellement de sa superbe qu'il est également, question de ce mariage franco-allemand, mais plus seulement du temps de Hollande avec, Merkel, mais bien d'une alliance stratégique et même militaire où l'on mettra peut-être par la suite en commun l'arme nucléaire et les dissuasions nucléaires françaises aux mains des Allemands. Allemands, qui ont c'est repris dans un parti, alors attendez, avec leur, alliance au niveau des Israéliens, où je vous avais dit, depuis l'article du Spiegel, qu'ils avaient, livré, 3 ou 4 au minimum, sous-marins nucléaires, mais comme les Allemands n'avaient pas, les lanceurs et les, Tomahawk entre autres, comme les Américains nucléaires pour aller équiper, ces sous-marins, pour l'instant, soi-disant les Israéliens n'avaient pas cette arme. Et ce qui m'a intéressé, ouais, c'est quelque part, dans l'article, ils en parlent, mais bon après c'est très vague, hein, tout ça. Tournant historique, l'un des symboles, clés qui est marqué. Normalement ça devrait être dans cette partie, hein. C'est pas grave, sinon je vous retrouverai et ça sera partagé, dans l'espace, communauté où vous pouvez, acheter le magazine L'Express, du 30 juillet et lire un peu ce qui se dit. Puisqu'au passage, il parle de d'autres espions, de Poincaré, aussi, de Pavol Gaspard avec, son père qui devait, entrer dans les services, étant donné qu'il est à proximité, du premier ministre Robert, je sais plus comment il s'appelle. Bref, d'autres imposteurs et aussi ce qui est intéressant, bon après, bah, c'est Poutine, les actions qu'ils ont pu faire avec le GRU, les renseignements militaires russes entre autres, en se servant d'un mec qui s'appelle Stanislav Petrinsky, qui est un recruteur et officier, traitant de ce système et qui a fait des opérations notamment Wirecard entre autres, au niveau de l'Europe et pas seulement. Donc la CIA, extrêmement populaire, tout autant. La NSA, bon après c'est plus du renseignement, et de la surveillance, là où la CIA est, sur le théâtre des interventions, avec une alerte aussi, entre autres, hein, façon The Americans, ces agents dormants russes qui s'infiltrent en Europe, où beaucoup de profils, semblent être des femmes et prennent également les infos de comment déstabiliser, l'Europe, qu'est-ce qui pourrait, se faire et c'est pas pour rien que même si RT, nous intéressait, par rapport à ce média indépendant, il en résultait qu'à certains moments, c'était de la désinfo et de l'orientation pour créer des ressentis chez les gens. Dès lors, où se limite l'info et où se trouve la manipulation des masses? Comme avec les phénomènes complotistes ou encore les dissidents tels Alain Soral, d'Égalité-Réconciliation et d'autres, extrêmement, financés en lien avec la Russie. C'est pas pour rien, qu'ils ont été combattus, hein. C'est pas qu'ils sont, teneurs de vérité, mais plutôt qu'ils servent, bah, des alliances et des pays avec lesquels ou à l'heure actuelle on est un peu tendu. Et l'article aborde plus loin la DZ Mafia qui installe son emprise. On pourra peut-être reprendre cette partie. Hop, je vais rapidement sur un autre fait qui va pouvoir, bien nous mettre les pieds dans le plat. L'influence des services secrets européens en Afrique s'est construite à travers la conquête coloniale, la guerre froide, le contrôle politique post-indépendance. Les trois phases majeures de cette emprise donc incluent le renseignement topographique et militaire du 19e siècle, la surveillance des résistances locales et la guerre clandestine post-coloniale. C'est-à-dire que sur certains terrains, par l'excellent travail qui a été fait des Européens où nous sommes la pointe de l'humanité, hein.
en technologie, en hygiène, en santé, en médecine, mais aussi en renseignement, en intervention encore, bref, on est la pointe de l'humanité partout et ça, peu importe, hein, ce que les autres en disent. Je vous ai d'ailleurs mis un petit post au passage où certains servent encore une mauvaise propagande de piètre qualité en disant que les Européens ont toujours été sales, que les Français se parfumaient pour cacher leur mauvaise odeur, alors que on n'a pas attendu les Arabes pour connaître le savon, on n'a pas attendu encore les Arabes pour faire de la culture, de l'agriculture, s'épanouir dans nos sociétés, construire des monuments incroyables, des bâtisses, bref, nous avons rayonné de mille et une manières avec tout un tas de faisceaux qui ont orienté les innovateurs, les intellectuels, les chercheurs, les historiens, les politiques, bref. Nous sommes la pointe de l'humanité, n'en déplaise à ces peuples du désert qu'on va vite d'ailleurs renvoyer chez eux, hein, parce qu'ils ont une grosse bouche capable de professer tout un tas de vociférations, d'invectives et vouloir faire les hommes, parce qu'on a été gentil avec eux, accueillant, bénéfique pour eux, et eux, c'est pas le retour de gentillesse, bien au contraire. Et alors j'engage et je félicite tous ceux déjà qui sur internet font un minimum de travail de réinformation et d'affirmation de notre identité française, pour nous, Français, mais pareil pour les Espagnols, Italiens ou autres. À ceci, on doit joindre, ni plus ni moins, un travail de renseignement, c'est-à-dire identifier ceux soi-disant de la dissidence qui professent des menaces contre les chrétiens, l'État français et encore les occidentaux, pour en faire des fiches et les remettre au service de renseignement comme j'ai pu faire avec certains sur Internet. Ou encore, dès que vous avez des imposteurs comme Hicham Hamza, n'hésitez pas. Alors, ne le faites pas d'une mauvaise manière, soyez concret, méthodique, mais listez nom, prénom, les propos, téléchargez les extraits importants, expliquez ce qui ne va pas, est-ce que ça peut entrer ou non sous le cadre de la loi, structurez les choses et remettez-les après aux militaires, à la police, aux renseignements, ce qui permettra de les affaiblir de toutes les manières. Et pareil, pourquoi pas contacter même les détenteurs des applications, des plateformes, des réseaux sociaux. Et notre solidarité permet d'effacer ceux qui ne conviennent pas à notre démocratie et à notre civilisation, et favorise aussi, comme ça a été le cas avec Némésis, ni plus ni moins, par notre solidarité, nos approches communes, de rétablir des comptes des fois de chrétiens qui sont censurés. Pour revenir à l'espionnage, qui est quand même pas la moindre des choses, le 19e siècle, c'est une exploration et une cartographie militaire. Reconnaissance des territoires. Au début, au milieu du 19e siècle, les missions d'exploration, comme celle de la France au Sahara ou la Grande-Bretagne en Afrique de l'Est, sont doublées d'objectifs de renseignement militaire. On cartographie des routes et les ressources, des officiers déguisés ou des explorateurs financés par les ministères de la guerre répertorient les points d'eau, les pistes caravanières et les alliances tribales, puisque en faisant ceci, nous connaissons les lieux hautement stratégiques qui permettent de faire leurs réserves alimentaires, leurs points d'armement, leurs usines encore de développement, pouvant mettre rapidement sur le champ de bataille des voitures, d'autres véhicules encore, des motos, des camions, bref. Il faut identifier toutes ces zones-là, les endroits où ils développent des armes, et comme ça, à partir de là, nous connaissons leur avancée, l'état de leurs munitions et de ce qu'ils possèdent, leurs moyens encore de déploiement, pour les paralyser le jour où ils sont trop véhéments. Comme ça peut être le cas très rapidement, vous voyez. En 1830, par exemple, bien avant ces explorations encore, vous aviez un commerce des plus sordides de la part des pirates. Ces types qui battent à la rigueur pavillon pour l'islam et veulent absolument agresser tout ce qui n'est pas islamique, ce qu'ils considèrent couffard, mécréant. Et alors ils allaient piller les bateaux, ils s'en prenaient aux côtes, ils débarquaient, ils faisaient des razzias, ils persécutaient les chrétiens et les chrétiennes, avec de la complicité d'ailleurs de certains talmudistes, certains juifs, disons les choses, et nous leur avons botté le cul en merveille en 1830, quand l'État français a décidé après de répliquer, parce que c'est un moment stop quoi. Et alors, les Français, je crois à peine 30 000, débarquent cette fois-ci sur la côte africaine,
Et d'un coup, il y a plus personne en face. Il y a que des chimous, il y a que des salopes. Et alors, ceux qui faisaient les bonhommes, la veille, avec des armes, à faire les pirates, ce que vous voulez, c'est-à-dire leurs codes à eux et non les codes des démocraties, du respect des citoyens, des humains et autres, bah, ils sont partis se cacher. Et tellement fourbes qu'ils étaient, qu'ils ont pris en otage femmes et enfants, comme les Palestiniens aujourd'hui. Et ils ont fait leur bouclier humain. Et les Français à l'époque, au début, ils voulaient pas faire de mal, ni aux femmes, ni aux enfants. Comprenez? Ni aux vieillards, ni encore aux personnes locales qui n'avaient en aucun cas agi en complicité des crimes des autres. Mais le problème s'est joué, c'est qu'en allant dans les grottes, si on les laissait faire, c'était trop facile. C'est-à-dire, on débarque, on veut régler les comptes, il n'y a plus personne pour répondre, et on fait quoi? On repart, et on attend qu'ils se reconstituent, qu'ils reviennent? Non. Et malheureusement, ça a entraîné bah, l'enfumage des grottes. Il y a eu des victimes collatérales que l'on peut déplorer, prier pour leur âme en effet, et y être triste pour ce qui s'est passé, mais c'est pas gratuit. Contrairement au mythe, à la réécriture de l'histoire de ces maghrébins musulmans qui veulent encore dire le méchant Occident est venu, nous a fait du mal, et puis après nous a colonisés. Non. Et au passage, à la suite de l'effacement des nuisibles, c'est-à-dire de ce qui pourrait être considéré comme des rats en bouffant nos ressources, parce que les rats, vous voyez, dans une civilisation, ça pose toujours problème, des problèmes sanitaires, la pisse de rat ou autre, vous voyez, c'est très mauvais. Ça également vient voler vos réserves, ça fait des trous dans les sacs et ça nique finalement tout ce que vous aviez pu travailler et mettre de côté. En dehors des rats, on peut les considérer aussi certains comme des, des mythes, par exemple, qui bouffent le bois et qui essayent de détruire notre foi de l'intérieur, hein, de détruire même notre bâtisse. Ils prennent possession de nos habitations, ils détruisent ça de l'intérieur. Ils viennent dans nos pays et ils nous attaquent, ils nous agressent. Et si c'est pas des mythes ou des rats, on peut les voir également comme des cafards. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas les écraser, il faut bien les enfumer, parce que si vous les écrasez, bah, ils laissent des œufs. Et ils se multiplient, ces cafards en question. Ils sont comme des rats, oui. Ils ont des portées par dizaines, par centaines, et ça pose un problème. Ils sont en surnombre, et après, bah, on est obligé de les régler parce que c'est des corps qui n'ont pas d'âme. Ok? C'est des demi-humains. Des gobelins, des orques, des choses effrayantes. Effrayante et d'ailleurs effarante également, quant à leur agissement. Et c'est pourquoi, bah, nous avons quand même voulu, par notre esprit hautement développé, notre belle civilisation, dire bon allez, on va garder ces terres pendant un temps, et nous allons établir des routes, créer des hôpitaux, façonner encore des bâtiments pour les logements, établir pourquoi pas des endroits où on va créer des centres de distribution d'eau, parce qu'en fait, eux, soi-disant, qui sont la pointe de l'humanité, eux qui, soi-disant, ont inventé les chiffres, sont les experts dans la langue, sont la pointe de l'humanité en technologie, ben, en fait, ils n'avaient même pas de réseau d'eau. Juste pour que les logements, déjà, soient desservis correctement et qu'il y ait un traitement. Alors que nous, en Europe, bon, bah, ça faisait des dizaines d'années qu'on mettait en place ces structures, et puis bon, bah, on connaissait les aqueducs et autres encore qui véhiculaient, qui transportaient, qui acheminaient, si vous préférez, l'eau potable. Bref, l'Europe, les Romains, les Gaulois, les Celtes, les chrétiens, les Vikings, mais, nous sommes en effet source de gentillesse, de propositions. Et nous avons bâti beaucoup de choses dans les colonies, et dès qu'on est parti après ce qu'on appelle la décolonisation, le post-colonialisme, bah, ils n'ont rien su faire. Eux, ça n'a été que corruption, récupération et délabrement, puisque aucun entretien des choses léguées. On a été plutôt généreux, on aurait pu tout dynamiter et repartir, faire table rase, hein. Mais on ne fait pas parce qu'on est quand même humain, on essaie d'être gentil avec eux, de dire de toute façon, si on leur fait les choses bien, peut-être que, bah, ils resteront chez eux. Non, ça ne suffit pas, vous leur donnez, un serrage de main, ils essayent de vous arracher le bras et de vous dévorer, entièrement, de vous cuisiner. Et alors, bah, ce qui s'en est suivi, c'est qu'après, on a été de nouveau dans une période de paix. C'est dit tranquille, on va les accueillir, on va leur offrir même, entre autres, le décret Crémieux pour certains qui avaient déjà été chassés à d'autres époques. Du décret Crémieux, bon, bah, on peut pas favoriser que les juifs, on va faire en sorte que les musulmans viennent aussi. Et là, le rapprochement familial. Et quelle catastrophe, après de leur avoir favorisé les HLM à certains, le RSA, enfin le RMI à une autre époque, les APL et autres, ils sont venus plus nombreux encore,
détestables comme ils sont, ils n'ont pas fait, pour la majorité, une once de progrès et de pas vers nos coutumes et vers notre manière de vivre, ils se sont imposés au point même où ils ont transformé le paysage, mosquées, kebabs, choses halal, boucheries encore et autres épiceries, de la sorte, où nous, on ne reconnaît même plus nos villes, ce qui devient dramatique, où notre art culinaire se perd, nos manières de vivre s'effacent, encore, les tenues traditionnelles et où les gens se retrouvaient s'éclipsent. Et à la place, les autres viennent en bloc et nous disent: «Non mais» et ils font la taquilla, «Frères, musulmans et chrétiens, nous sommes ensemble, pas de différence», enfin, pas de différence quand c'est les musulmans qui viennent en Europe, mais une extrême véhémence, en revanche, si c'était des mouvements et en plus qui ne seraient pas désastreux, hein, mais de blancs chrétiens qui débarqueraient par dizaines de milliers, en Algérie, au Maroc ou ailleurs. Et ils diraient: «Non, ça le fait pas». Si on ramenait par exemple les modèles américains, même si ça se fait un peu, de McDo, de Burger King, entre autres, ils pèteraient un plomb. Ouais, la taquilla, c'est ça, c'est comme à Ceuta. Quand vous en entendez deux trois sur 80 000 d'une population sortir parce que eux ils ont été accueillis par les Espagnols et en fait, ils sont dans la double nationalité, mais ils n'ont jamais pris pour nationalité de cœur et d'esprit ce qu'était l'Espagne. Ils n'ont pris que le papier pour pouvoir être, résident et dire en toute légalité: «Je suis là» et faire venir après leurs frères, leurs cousins et toute, la mafia, toute la, crasse au possible. Et alors, un enjeu se joue à l'heure actuelle, c'est de dire stop, puisque nous avons compris que l'immigration n'est pas une chance, qu'au contraire même il y a une invention d'un mythe tout autour où soi-disant c'était bénéfique, ils travaillaient, alors qu'aujourd'hui on apprend que les anciens et enfin les nouvelles générations, leurs descendants, un sur 2 est au chômage ou bénéficie des aides, ne fait rien quoi pour la nation. Que ça pèse. Sachant que ces gens-là vont vieillir, et ils vont tomber à la retraite à un moment. Et pour bon nombre, ils débarquent même en rapprochement familial et ils mettent leurs vieux avec ce qui s'appelle l'ASPA, aide pour la solidarité de personnes âgées. C'est-à-dire on leur donne des allocations comme ça alors qu'ils n'ont rien cotisé pour la France. Tout ceci explose le budget dans des nations déjà surendettées pour le projet que l'on connaît, pas Europe, pas islamisme, mais ça va échouer puisque nous, chrétiens, nous ne sommes pas effacés. Au contraire, on s'affirme, on reprend du terrain et on va leur botter le cul une nouvelle fois. Comme on l'a fait en 1830, ça va se répéter. Ils viennent, ils pensent nous mettre la pression, nous verrons qui gagnera. Et en dernier lieu, sachez que nous bénéficions de la bombe nucléaire, nous avons les meilleurs services de renseignement. Au niveau des armes, on en a à foison. On maîtrise la technologie, donc c'est pas un problème. On pourra même leur envoyer, pour éviter les pertes humaines, des robots directement équipés d'armes automatiques. Et eux, ils n'ont pas ça. Déjà, ils galèrent un peu à avoir des armes parce qu'ils les achètent par les marchés privés ou aux Américains ou encore aux Russes, qui ne sont pas indépendants sur la production, premièrement, aucunement souverains sur cette partie. Et quant aux technologies, que ce soit l'informatique, l'IA, les algorithmes, en dehors de ça, la robotique, et tout ce qui l'accompagne, et les mecs, ils ont, je sais pas 50, 60 ans de retard. On leur met encore une tempête. Pour revenir avant, parce que là j'ai bien dérivé, mais ça permet de faire le point sur la situation, à cette histoire des espions, cartographie, reconnaissance des territoires, localisation des ressources, préparation de la conquête, hein, ces données collectées en amont servent de socle direct, notamment au partage de l'Afrique, redécoupage, parce que c'est nous, occidentaux, qui faisons les limites des frontières, ce n'est pas eux. Et ces données collectées ont permis le partage de l'Afrique formalisé lors de la conférence de Berlin en 1884-1885. Ensuite, le début du XXe siècle est marqué par le fait que c'est des laboratoires de l'ordre colonial. Vous avez des bureaux de sûreté, les administrations coloniales, françaises, britanniques, portugaises, qui mettent en place des réseaux de police politiques et des bureaux arabes ou services de renseignement indigènes. Le contrôle social et religieux, et là c'est la maîtrise des différents courants islamiques pour le nord de l'Afrique, où ça sert à surveiller les confréries religieuses et les mouvements anticoloniaux naissants et afficher les populations locales, comme la surveillance des réseaux marabouts en Afrique de l'Ouest aussi.
c'est pas que les musulmans, c'est ouvert. Le recrutement auxiliaire, l'apparence repose sur l'utilisation d'informateurs locaux et d'intermédiaires pour quadriller l'espace politique et prévenir toute révolte. Pourquoi? Parce que, sur place, il est très facile pour quelques dinars ou, un peu de d'argent comme ça de leur monnaie, du pays, d'obtenir des gens qui vont tout donner. Et ils ont un esprit tribaliste que, à certains moments. Dès lors que tu peux leur donner un peu d'argent, ils deviennent individualistes et après partent voyager, s'achètent des biens, vont vers la prostitution, les drogues, j'en sais rien encore de ce qui leur est proposé. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de traîtres chez eux, hein. Les Arabes, je crois que c'est ce qu'il y a de pire et des fois même les Maghrébins, c'est ce qu'il y a de pire, hein, en termes de fratrie, ils se serrent la main, ils se saluent, ils se salament. Mais ils sont capables de se faire la guerre, pour un rien, quoi et juste pour une petite voiture ou pour un bien ou pour un bout de terrain. Enfin, c'est encore pire que les occidentaux puisque nous, nous avons un affaiblissement, une décadence qui est générée par les phénomènes pop culture, l'effacement de la famille et d'autres petits soucis de métissage, où 30 ou 40 des femmes se métissent et finissent mères célibataires ou autres. Donc nous, on a cette traîtrise de l'intérieur, mais eux, c'est largement pire, quoi. Et attendez que les femmes soient un peu plus libérées, vous verrez ce qu'il en sera. Enfin, ça permet également ces espionnages et ces systèmes de surveillance de préserver les précarés, hein, des indépendances dès 1960, des structures comme le SDECE, devenu la DGSE, en France s'impliquent lourdement pour façonner les régimes en place. Il y a des opérations clandestines où l'on retrouve les services européens qui fournissent un appui logistique, financier ou militaire. Ils influencent les transitions politiques et neutralisent parfois les opposants nationalistes ou marxistes pour contrer l'influence soviétique. Ok. C'est-à-dire que la DGSE, comme les Américains et les Britanniques, ils ne sont pas restés comment silencieux et inactifs face aux activismes aussi des soviétiques. Parce que là, ce que je vous présente, c'est la partie européenne, surtout pour l'Union européenne et le modèle occidental avec les Américains, mais on en oublierait presque les ingérences également des Russes soviétiques, encore, des Chinois, qui construisent beaucoup de routes, en Afrique, s'ouvrent leur route de la soie, de leur commerce et également, de ce qu'ils vont, impliquer là-bas dans la surveillance. Parce qu'ils cherchaient déjà le territoire européen avec, Huawei et les autres, pylônes et les téléphones, bref. Ils vont inonder le marché de l'Afrique, c'est parfait. Et vous voyez quoi? À nouveau que, en effet, le soleil de l'intelligence, du triomphe, de la sagesse et de plus encore du contrôle planétaire s'est ouvert à l'est et s'est couché à l'ouest. C'est-à-dire que c'est encore cette guerre froide, mais pour un même aboutissement où asiatiques et un peu plus au nord russes et européens occidentaux avec les Américains, nous gouvernons. Et que les Arabes, là-dedans, c'est qu'un détail. Les Maghrébins ne sont qu'une poussière dans l'engrenage. Ou encore les Africains noirs ne sont que une feuille envolée, quoi. Comprenez, ils n'ont pas de poids là-dedans. Ils n'ont qu'une décision. Et si on en est ainsi, c'est bien le rappel historique, naturel, de la supériorité des Asiatiques et des Européens occidentaux. Comprenez. Parce que si on en est à cette image du monde où l'on peut avoir des agents partout, travailler, gouverner, gérer les commerces, avoir les routes maritimes, dire où s'établissent les routes terrestres, parce que c'est pas eux qui font les tracés, hein, c'est la route de la soie, c'est les Asiatiques, les routes européennes, également romaines, qui sont exercées en Afrique, c'est nous, quoi. Voilà, c'est tout. Donc c'est parfait. Ça montre encore tout le mythe qui a été autour des Arabes soi-disant révolutionnaires, hautement civilisés, je ne sais quoi, bien au contraire. Donc c'est important à rappeler quand même ça. Leur rappeler leur place. Elle est pas là leur place, elle est là. Et nous on est là. OK? Et ça c'est important. Tenez bien ces discours-là, tenez fermement les positions, nous sommes là, eux ils sont là, ils sont en dessous, point. Il n'y a pas à rougir, c'est comme ça, c'est naturel. Nous sommes biologiquement et autres au-dessus.
Conseil sécuritaire, des conseillers spéciaux de l'ombre s'installent au cœur des palais présidentiels africains pour lier la sécurité des nouveaux États à la métropole. Ça sera tout pour cette partie de tablette. Allons maintenant, hop là, à cet ouvrage qui sera sectionné, hein. Je vous ferai pas une entière présentation aujourd'hui. Je garderai certains détails pour plus tard. Je vois juste une chose. Ok. Alors, dans la préface, et la préface, est-ce qu'elle est de son auteur? En général, non. Sinon, ça serait plutôt un préambule. Mais un petit pas. Si, ou alors c'est lui qui a fait la préface. Première guerre mondiale, pan-islamisme et nationalisme tunisien. Parcours de figures tunisiennes en Allemagne au début du XXe siècle est une version légèrement remaniée de la thèse de doctorat de Madame Iman Haji. Dans une perspective d'histoire connectée et d'histoire globale, répondant à un manque criant de biographie de parcours d'individus ayant vécu au Moyen-Orient et particulièrement au Maghreb. Ces parcours d'individus émergent dans le terreau de la micro-histoire et nous permettent ainsi d'enrichir nos grilles de lecture et de les complexifier. Certains d'entre eux étaient oubliés de l'histoire, peu connus, voire méconnus. Ces biographies sociales de 5 figures translocales tunisiennes s'inscrivent dans le droit fil de l'approche dont Edmund Burke fut le précurseur au Moyen-Orient par son Struggle and Survival in the Modern Middle East, ainsi que dans l'esprit de notre Subversive and Mavericks Subaltern Studies. Alors, si c'est Maverick, parce que là c'est écrit Mavericks, je sais pas si c'est un mot ou pas, j'ai pas fait la traduction là avant de lancer le direct, mais si c'est les Mavericks, ça remonte à la Grande-Bretagne et c'est lié à une histoire vers des histoires 3 ou 4, un de ces épisodes ou deux même, et qui nous mène aux francs-maçons et autres. Très important. En outre, ils sont aussi empreints de l'approche donc des Subaltern Studies, même si tous les 5 n'ont pas été forcément considérés comme des subalternes durant toute leur existence. Par leur envergure méditerranéenne, ils adoptent aussi la perspective de Mediterranean's North Africa and Europe in the Age of Migration, entre 1800 et 1900, de Julia Clancy Smith. Les travaux relatifs au Maghreb pendant la Première Guerre mondiale sont encore trop rares et parcellaires, d'où l'intérêt particulier de cette étude qui nous permet de découvrir comment ces 5 personnes tunisiennes affrontent la Première Guerre mondiale dans leurs multiples interactions entre le Maghreb, le Moyen-Orient et l'Europe. Ce livre nous montre comment ils contribuent à un titre ou à un autre aux affrontements de propagande durant la Grande Guerre, nourrissant celle qui ambitionnait à mobiliser des soldats musulmans et notamment ceux du Maghreb, aux côtés de l'Empire ottoman et des puissances centrales. Cette recherche doctorale, bien documentée et bien présentée, s'appuie sur une pluralité de sources, en plusieurs langues, en français, en arabe et en allemand, ce qui en fait sa richesse. Outre le dépouillement des journaux en langue arabe, des sources d'archives de première main ont été consultées, notamment les archives diplomatiques allemandes du Politische Archiv des Auswärtigen Ämter, actuellement SIS à Berlin. La problématique centrale s'attache donc à 5 figures du mouvement national tunisien au début du XXe siècle qui d'une part ont entretenu des liens avec l'Allemagne et d'autre part ont joué à un titre ou à un autre un rôle dans le mouvement d'insurrection dans les pays musulmans qu'elles encourageaient. Donc, il y a eu un encouragement d'insurrection, de déstabilisation dans les pays musulmans pour essayer de mettre la pression et aux Britanniques et également aux Français. D'ailleurs, une des phrases de Max von Oppenheim, qui était un espion pour les Allemands, eût été, je crois, de sa parole de dire que l'islam serait une guerre, une arme redoutable contre les Britanniques. Les Britanniques n'ont pas manqué d'instrumentaliser également l'islam, puisque je crois que c'est eux qui ont créé le Pakistan pour se différencier du reste de l'Inde, dans leur société déjà des Indes orientales, occidentales, entre autres. La première partie de ce livre analyse les ambitions orientales de l'Allemagne, puisque l'Allemagne, c'est très important, euh, l'ami des 300 millions de musulmans, comment il s'appelle, Guillaume II, il avait pour espoir
d'aller choper la Mésopotamie comme une sorte de colonie pour eux, quoi. Au début, ils voulaient pas être dans la colonisation, il y est poussé et après il réfléchit, il se dit même: «Mais pourquoi on prendrait pas la Mésopotamie?» Après tout. Et c'est là tout le travail également des Indo-Européens, parce que est-ce que la Mésopotamie, principalement son nord et les croissants fertiles, entre autres, là où il y a les Ottomans et anciennement les Anatoliens, bah, ils ont rien d'arabe ces gens-là. Les Syriens, ils ont rien d'arabe. Donc en réalité, il y a des choses qui reviennent plutôt aux Indo-Européens. Et c'est le travail qui fait. Le panislamisme ottoman et l'émergence du nationalisme tunisien, la deuxième est consacrée au parcours de ces 5 figures de l'élite tunisienne en Allemagne au début du XXe siècle. Enfin, la troisième s'attache aux idées de ces 5 figures de l'élite tunisienne en Allemagne à la même période. Le premier chapitre, intitulé Ambition orientale de l'Allemagne, panislamisme et début du nationalisme tunisien, contextualise la politique orientale de l'Allemagne à la veille de la Première Guerre mondiale ainsi que celle de l'Empire ottoman. Elle présente aussi la situation en Tunisie avant et pendant la Grande Guerre et cherche à comprendre les motivations de la collaboration de ces figures tunisiennes avec l'Allemagne. Apparaît en filigrane un cinquième parcours d'individu, celui d'un acteur important de l'activisme allemand dans le monde arabe de l'époque, le baron Max von Oppenheim, qui est retracé à travers des sources allemandes. Alors là, il nous fait son introduction et la page 15. C'est là où débute son ouvrage. En janvier 1918, en pleine guerre mondiale, le cher tunisien Salih as-Sarif at-Tunisie, il a vécu de 1869 à 1920, alors installé à Berlin, adresse une lettre à l'empereur Guillaume II d'Allemagne, dans laquelle il le qualifie de gardien de la justice et ami des musulmans, dans laquelle il qualifie ceci. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il nous dit: qu'est-ce qui l'a conduit à Berlin en temps de guerre et pourquoi un tel éloge de l'empereur allemand? Salih as-Sarif at-Tunisie n'est pas le seul Tunisien à avoir séjourné à Berlin au début du XXe siècle. C'est même dans la capitale allemande que des exilés tunisiens ont organisé un rassemblement de protestation entre eux contre la colonisation européenne. Alors un petit instant, parce que j'étais déstabilisé par un petit truc. C'est bon. Je vais pouvoir mieux reprendre. Et autre chose, juste pour vous dire, beaucoup de maghrébins musulmans, et dont certains sur internet ont traîné, faisaient des igels, se prennent pour les SS, et ont un imaginaire qui pourront être un jour de la trempe des nazis, n'en est rien. Aux yeux d'Adolf Hitler, il voulait vous faire venir un moment, prendre votre islam pour nous radicaliser, nous, les Européens blancs, et après vous zigouiller. Hein. Donc, si jamais ça se répétait dans l'histoire, pensez pas être les vainqueurs. Juste faites attention à votre cul plutôt. Ce livre examine l'histoire moderne de la Tunisie, de l'Allemagne et de la fin de l'Empire ottoman à partir de l'étude des interactions entre le parcours individuel, donc des 5 figures du mouvement national tunisien, du début du XXe siècle et de l'histoire globale. Ces personnes, notamment Salih as-Sarif at-Tunisie, Mohamed al-Idr, Hussein, Ali Bassamba, Mohamed Bassamba, Mohamed Dali al-Hami, ont toutes quitté le pays natal, la Tunisie, à la veille de la Première Guerre mondiale, pour mener la lutte de libération depuis l'étranger. Le cadre géopolitique, marqué par le protectorat français imposé à la Tunisie, la rivalité entre l'Allemagne et les puissances britanniques et françaises lors du premier conflit mondial, et un tropisme en faveur de l'ottomanisme, autant pour moi, de la part d'une pléiade d'intellectuels tunisiens, ont favorisé une relation triangulaire et la circulation des idées et de la lutte pour des causes communes entre Tunisiens, Ottomans et Allemands. C'était à ce moment-là promotionné comme ça a été fait, mais bien plus tardivement pour le Shah d'Iran, l'anti-impérialisme. Et l'anti-impérialisme aurait été façonné par les Occidentaux eux-mêmes. Même là, les autres, ils sont minables, ils ne savent même pas créer leur rébellion, leur révolution et leur manière de lutter. Hein. Ils ont besoin que les profils, les figures soient activés, formés en Europe. Et ça a été le cas donc pour comment il s'appelait en 1980, là, à peu près 1978 par là, pour l'Iran. Khamenei, je crois, un truc comme ça, ou Khamenei, je sais plus. Khomeini, enfin bref,
Khamenei, Khomeini, un de cette catégorie-là. Là. Avec la signature du traité de Bardo entre le bey de Tunis et le gouvernement français le 12 mai 1881, la Tunisie, jusqu'alors régence de l'Empire ottoman, devient un protectorat français. Mais les engagements pris par la France, notamment dans le domaine économique ou encore les domaines politiques et culturels, ne sont pas respectés et ce protectorat prend une tournure coloniale. Confrontée à cette perte d'indépendance, l'élite tunisienne s'organise dans la lutte pour la libération. C'est la naissance du mouvement national tunisien. La lutte contre la colonisation prend différentes formes comme la création de plusieurs journaux et associations, mais génère également la recrudescence du sentiment religieux. La religion est d'abord et avant tout ce qui distingue le colonisateur du colonisé. C'est une bonne formule de la part de cette femme Iman Haji, car en effet, l'Europe est chrétienne et qu'à l'heure actuelle, les colonisateurs sont arabo-musulmans, maghrébins musulmans, africains noirs musulmans. Et qu'à l'époque, en revanche, dans le Maghreb du Nord, où principalement étaient les maghrébins musulmans, eh bien, le colonisateur, en l'occurrence là qui était plutôt de confession chrétienne, si je puis dire, paraissait différent. Sur ça, on est d'accord. L'appartenance à l'islam prend une dimension nouvelle. Elle devient partie intégrante d'une identité culturelle qu'il faut défendre contre la culture des dominateurs. Désormais, le fait d'être musulman inclut aussi une attitude politique et la nécessité de défendre son identité culturelle contre la domination coloniale, mais aussi contre les attaques directes qu'elle subit. En effet, la domination de l'Empire ottoman n'est pas considérée comme une colonisation, alors que c'en est une. Même en soi, l'islam, pour parvenir à l'Afrique du Nord, est une colonisation. La présence des Arabes en Afrique du Nord est une colonisation aussi. Il faudrait que je vous documente tout ça. Il y a énormément de livres d'historiens qui en parlent. Les comment les balises génétiques prouvent également que bon bah il y a eu la présence des Romains. Donc c'est pour ça qu'ils ont un peu de traits plutôt sympathiques. Il y a eu également la présence après des Français, des Britanniques. Donc il y a eu beaucoup de femmes qui ont été métissées en Afrique du Nord, d'où le fait qu'ils portent plutôt vers la blanchité quand même. Et après bon bah les autres qui malheureusement étaient au contact des Arabes quoi. Le résultat, je vous laisse imaginer. Certains considèrent toujours la Tunisie comme une province ottomane. Dans ce contexte, le pan-islamisme est un concept tout aussi important, idéologie visant à l'union de toutes les communautés musulmanes sous une même autorité. Il se développe au XIXe siècle en réaction à l'expansion coloniale occidentale en Afrique et en Asie. La question qui se pose alors est de savoir si le pan-islamisme est un attachement sentimental et une rhétorique contemporaine ou un concept associé à un mouvement politique faisant l'objet de controverses, aussi bien au moment de son apparition que de nos jours. Né du besoin d'une unité politique des musulmans et de la libération de la domination étrangère, il s'agit d'un courant anti-impérialiste. Et aujourd'hui, c'est pareil. Les gens qui essayent de mobiliser pour propager un hiver rouge ou je ne sais quoi, du genre Soral et tous les autres qui sont des communistes, c'est au nom de l'anti-impérialisme. Pour en mettre un autre en place, bien évidemment. C'est comme ceux qui chialent l'impérialisme occidental, mais qui rêvent que d'une seule chose, c'est élaborer un impérialisme arabe et même aller à la conquête de l'Europe, quoi, et si possible des États-Unis. Mais s'ils sont présents ici, c'est pas de leur ingéniosité. Ils sont pas supérieurs. C'est que nos élites ont un autre plan, et viendra le moment où le face-à-face leur rappellera leur juste place. Né du besoin donc d'une unité politique, des musulmans et de la libération de la domination étrangère, il s'agit d'un courant anti-impérialiste et le sultan ottoman Abdulhamid II décide d'utiliser le pan-islamisme et la solidarité musulmane dans le but de renforcer sa puissance affaiblie et se met en scène en tant que chef spirituel et défenseur du monde de l'islam. Dans le même temps, un mouvement de renaissance, qui se nomme la Narda, émerge dans le champ linguistique et culturel arabe à l'initiative de penseurs principalement syriens tels que Butrus al-Bustani. Ces représentants reprennent l'héritage linguistique et culturel des Arabes et insistent sur l'opinion du peuple arabe, au passé riche et glorieux, sans distinction confessionnelle.
Cet arabisme naissant n'est pas une réaction anti-ottomane et la plupart de ses acteurs prônent l'établissement d'un régime constitutionnel dans l'Empire. Alors oui, j'ai bien mis la page également 17-18. Parallèlement à ce mouvement qui insiste sur l'arabité plutôt que sur la religion, un courant plus religieux davantage centré sur l'Égypte et inspiré par les penseurs tels que Gamal al-Din al-Afghani et Mohammed Abdou fait son apparition. Un islam réformé, revenu à sa source, sans aucun emprunt, ne peut alors que rendre au monde musulman sa grandeur d'antan. Ce mouvement réformiste musulman, la Salafiyya, cherche alors à concilier les techniques d'un monde modernisé tout en respectant les valeurs de l'islam pour combattre la domination occidentale. Ils soutiennent donc la renaissance de la langue arabe, la langue du Coran. Les politiques autoritaires, abolition de la Constitution de 1876, rétablissement de la censure, répression, etc., menées par le sultan Abdulhamid II, sont très vite désapprouvées par certaines personnalités arabes, mais aussi par les libéraux et les constitutionnalistes turcs. Diverses sociétés secrètes se forment alors dans les milieux du renseignement et de l'armée. En 1880, les revendications pour une plus grande autonomie des provinces arabes sont affichées dans toute la ville de Beyrouth, manifestant une nouvelle forme politisée de conscience nationaliste. La question du rapport au pouvoir ottoman est davantage soulignée. En 1909, la prise du pouvoir par les jeunes Turcs, un mouvement révolutionnaire ottoman, constitué d'intellectuels et de militaires, et le rétablissement de la constitution de 1876, l'unique constitution de l'Empire ottoman en vigueur de 1876 à 78, puis de 1908 à 1921, entraîne une vague d'enthousiasme dans les provinces arabes. Mais la politique du Comité Union et Progrès, CUP, au pouvoir suscite rapidement l'ire des acteurs arabes. En effet, le remplacement de ces derniers par les fidèles du CUP, Comité Union et Progrès, principalement d'origine turque, à des postes clés, la promotion de la langue turque dans l'administration, la justice et l'éducation sont perçus comme un affront et une volonté de supprimer la langue arabe. Et eux, ils sont vraiment... vous avez les juifs, talmudistes, qui pensaient être les élus, la sélection parfaite, leur langue, l'hébreu, c'est eux la communauté à part, mais vous avez l'autre pièce, enfin l'autre versant de la pièce, les Arabes. Parce qu'en fait, la langue arabe, elle vient entre autres des Phéniciens, de l'araméen, de l'apport des Grecs avec les voyelles. C'est tout un mélange, hein. C'est pas une langue révélée par Mohamed, ni encore une langue qui, comme ça, a été révélée par Dieu à ces gens. Non, c'est une construction par l'apport des autres, et après ils prennent. Ils font à leur sauce. Donc il n'y a pas, ouais, déjà ça c'est un mythe. Après ils ont cette idée de arabe. Genre, ils étaient un petit groupe, et ils sont devenus toute la péninsule arabique, et pas seulement d'ailleurs, ils ont été plus que la péninsule arabique. Genre l'Afrique du Nord, ça serait arabe, la Turquie, ça serait peut-être arabe, la Syrie, ça serait arabe, l'Irak aussi. Bon, ils essaient comme ça de faire toute une conquête spatiale, comment je peux dire, et d'occuper le terrain, alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'il en est de la génétique? Elle, cette génétique est une vérité, et prouve que oui, à certains endroits, il y a des marqueurs, mais que dans la génétique, c'est peut-être 5%, 10%. En gros, dans les arrière-arrière-grands-parents, il y a eu un croisement à un moment, il y a peut-être eu une femme qui a été violée par un de ces gens et qui a donné naissance à un enfant limite illégitime. Voilà, c'est comme ça. En réalité, il n'y a pas une forte présence arabe dans le monde. Les Arabes, c'est une minorité. Et il y en a beaucoup, ils se revendiquent arabes, alors que s'ils font les tests génétiques, ils ont même pas 10% ou 20%. Et ils auront beaucoup plus même d'Européens ou d'Anatoliens, ou encore d'Asiatiques ou de Perses, qui n'ont d'apport arabe. Mais ils se font tout un film. C'est comme ça. Et c'est important à voir. Là, ils pètent les plombs pareil. Les Turcs reviennent à leur langue et eux, ils disent non, non, il faut que ce soit l'arabe. C'est l'islam, c'est l'arabe. Le rétablissement de la censure et l'interdiction des organisations incitent des représentants arabes à soutenir l'opposition au CUP et à rejoindre les partis prônant la décentralisation administrative de l'Empire. La volonté d'autonomie est de plus en plus palpable. La situation est différente en Tunisie où les représentants du mouvement national portent le courant pan-islamiste d'Abdulhamid II et soutiennent le calife ottoman et les jeunes Turcs.
Ils défendent l'idée d'unité et de fraternité de la communauté musulmane, et c'est bien l'une des originalités du nationalisme tunisien de l'époque. L'Allemagne est quant à elle bien consciente de l'importance de l'islam et du pan-islamisme comme facteur politique dont il faut tenir compte. Avant même le début de la Première Guerre mondiale, l'empereur Guillaume II d'Allemagne s'approche du sultan ottoman et des musulmans. Lorsque la guerre éclate, l'Allemagne comprend rapidement l'intérêt stratégique que représenterait une alliance avec l'Empire ottoman. Les routes terrestres vers l'Asie centrale, le sous-continent indien et l'Afrique, où la Russie, l'Angleterre et la France possèdent des colonies et des zones d'influence, traversent le territoire ottoman. Attaquer ces régions permet, indirectement, d'affaiblir les adversaires sur les scènes de guerre européennes. Les troupes ottomanes peuvent donc être utilisées pour servir des objectifs de guerre allemands. Puis bon, en arrière-plan, Adolphe, qui fait aussi pas mal de choses pour le sionisme, la création de l'État d'Israël, hein, disons les choses, et sacrifier les autres qui vivaient, ces juifs, parmi les peuples, disons les choses, eh bien, ils réfléchissent déjà au saint-simonisme, au programme de Michel Chevalier ou encore au plan Kalergi. Donc tout ça tombe à pic, disons clairement les termes. Outre la mise à disposition des troupes, Berlin attend de l'Empire ottoman qu'il exerce son influence politique en tant qu'empire musulman dans les colonies musulmanes des puissances de l'entente. Dans les colonies, il doit rappeler que fini l'impérialisme des Français, des Britanniques ou encore des Russes. Autre élément, c'est que l'Empire ottoman avec les Allemands essaieront de voir pour créer un chemin ferré de l'Europe à la Mecque. Ok? Ça, c'est important à rappeler. Le 2 août 1914, les deux parties signent un traité d'alliance. L'Empire ottoman rejoint ainsi les puissances centrales constituées par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, auxquelles s'oppose la triple entente constituée par la Grande-Bretagne, la France et la Russie. En 1915, la Bulgarie se rallie aux puissances centrales alors que la triple entente est rejointe par plusieurs pays au cours de la guerre comme le Japon et les États-Unis. J'avance un peu. Page 20, c'est par rapport à Mohamed en 620. Ok. Au début du XXe siècle, la vie politique en Tunisie connaît une forte agitation. Pendant la période de domination coloniale, diverses tendances émergent menant le combat de libération et de reconstruction nationale. Un certain nombre d'activistes religieux et ou politiques choisissent alors l'exil pour mener le combat depuis l'étranger. Ainsi, l'émigration, la Higra ou Hijra selon comment c'est euh, écrit, qui émane de l'Égir, c'est-à-dire où l'émigration du prophète à Médine, est continuellement pratiquée dès 1830 et la conquête de l'Algérie par la France. Dans l'histoire de l'islam, la Hijra marque une date importante pour le prophète Mohammed. La Hijra représente, outre sa vocation, l'événement déterminant de sa vie. Ainsi, le jour de l'émigration est, selon certains rapports, le jour de son arrivée à Médine, le 16 juillet 622 marque le début du calendrier musulman instauré ultérieurement. C'est le calendrier lunaire qui veut remplacer donc le temps, et avec la charia, les lois, c'est la bête de l'événement qui arrive. C'est ces antichrists, ces abjectes personnes, tous ceux qui entouraient Mohamed, hein, ils étaient balafrés, ils mouraient, ils mariaient leurs petites filles, quoi d'autre encore? Des gamins de 12 ans radicalisés avec des épées qui veulent aller trancher des têtes. C'était horrible, vraiment. Depuis, la notion de hijra fait l'objet d'un long débat entre les hommes de religion et les points de vue des uns et des autres sont mobilisés dans le débat actuel. Le verbe hgr, donc ijr, signifie émigrer, se détacher, se séparer, s'abstenir, abandonner, éviter, quitter, laisser. Son substantif igra, départ, émigration, exil. Historiquement, la hijra marque un changement important pour la petite communauté musulmane de l'époque et pour le rôle du prophète, leur prophète Mohammed. Aujourd'hui, cette notion revêt un certain symbolisme, celui qui se rebelle contre une société jugée impie et qui rompt avec elle pour la cause de Dieu, fait une hijra, à l'image du prophète Mohammed. À la veille de la Première Guerre mondiale, Algériens et Tunisiens lancent un véritable mouvement d'émigration vers la Turquie, la Syrie et l'Égypte. Ce mouvement, dont le prétendu exode de Tlemcen
en 1911 marque l'apogée et représente une forme de riposte à la domination étrangère. Alors qu'aujourd'hui, les musulmans, ils viennent tous en Europe. Ils font pas hijra, hein. Ils disent: «Ouais, c'est mécréant», tu les vois, ils fument, ils boivent, ils vont en boîte, ils se retrouvent encore dans les cinémas à kiffer les productions, occidentales. Toute leur vie est basée, même les jeux vidéo, c'est occidental, ils sont à fond dedans, au lieu de faire leur religion et comme leur prophète se barrer. Parce que nous, on attend que ça, qu'ils se barrent. À la base, on leur veut pas de mal, on leur dit: «Vous n'êtes pas les bienvenus, vous n'êtes pas chez vous. Vous voyez pas qu'il y a un problème là? Vous dites qu'on est incompatibles, vous nous agressez, verbalement pour commencer, et physiquement bien souvent, par vos raquettes, encore, vos coups et blessures volontaires, gratos, vos cambriolages, vos trafics, bref, en tout genre. Qu'attendez-vous pour aller parmi les vôtres? Vous n'êtes pas au bon endroit là, vous voyez pas qu'il y a un problème? Barrez-vous en fait». Mais vous allez avoir cette, victimisation, ces gens qui chialent à longueur de temps avec des assos, des ONG, parce qu'ils sont discriminés, ils trouvent soi-disant pas un travail, mais en même temps ils vont tenir le propos que c'est eux qui travaillent dans toute la France, que sans eux la France ne tient pas. Ouais. Il y a une dichotomie quoi, si tu trouves pas de travail et que toute ta communauté soi-disant vous êtes discriminés, comment vous pouvez occuper tous les postes? Il y a un problème. Dans la troisième partie, nous analyserons la pensée de ces figures tunisiennes pour comprendre dans quelle mesure leur présence en Allemagne a pesé ou non sur la nature de leur engagement. Parce qu'après tout, il faut savoir que les pires atrocités qui ont eu lieu, savoir la solution finale, bah, c'est un projet à la base musulman. C'est entre autres le Moufti de Palestine, mais c'est également les approches de certains musulmans comme là nationalistes qui étaient au contact des Germains, qui avaient déjà radicalisé Guillaume II, le prédécesseur, et qui façonnaient, oui, après la culpabilité des Européens. Nous n'avons pas à rougir, hein, moi je vous le dis. Et quant au camp du travail, au camp de concentration, il y avait une bonne chose en revanche, de mettre à l'écart tous les indésirables, tous les gens qui ne conviennent pas aux bonnes coutumes, aux bonnes morales, disons-le. Et si ça a répété et que demain je suis appelé à en mettre dans les wagons, à prendre l'uniforme, à en matraquer et tout, bah bien sûr que je serai présent. Et je pense que vous devez également vous préparer sans être dans une agression gratuite, hein, c'est que de la défense. Comprenez. Structurez votre pensée, essayez de faire le pour ou le contre, et voyez ce que vous désirez pour l'avenir. Plein de gobelins, d'orques dans vos rues, à vous essayer de maintenant finalement ne plus tenir vos propos librement ou au contraire, remettre l'ordre et se foutre de la France comme elle est actuellement d'une république détestable et rejoindre le Reich allemand. Vous avez du choix. Et nous pouvons être des millions. Soit vous êtes dans l'idée que l'avenir, ça s'améliorera en ne faisant rien, auquel cas vous serez comme Ceuta, qui est 80 000, 84 000 habitants et qui du jour au lendemain peut se voir avec 60 000 gens qui débarquent. Donc faites la réflexion de cette Europe où on n'est pas non plus des milliards. Nous sommes en termes de souche peut-être 300 millions, 250 millions tout au plus, et dans une force vive d'action et de combat, peut-être 100 millions. Et encore, je suis généreux, mais activez-vous intellectuellement, physiquement, spirituellement à passer au combat dès qu'on nous appellera. Parce que sachez que les autorités ne perdront jamais pied, hein. C'est-à-dire qu'elles ont un plan final et que pour moi, c'est le quatrième Reich. Donc on doit favoriser l'émergence du quatrième Reich et se signaler pour le royaume, d'abord à Internet, à ces applications appartenant aux Américains, aux Européens ou autres, pour montrer que nous sommes mobilisables. C'est comme ça que fonctionnent les régimes. Montrons notre possibilité d'action. Alors l'Allemagne poussée au colonialisme, c'est ici à la page 24. En août 1883, Adolf Lüderitz déclare la souveraineté allemande sur la baie d'Angra-Pequena, après avoir signé un contrat avec un chef de ce qui deviendra la Deutsche Ostafrika. Cette souveraineté est confirmée par Bismarck le 24 avril 1884. Il affirme ne pas vouloir de colonie. Le chancelier allemand se retrouve finalement embarqué dans l'aventure coloniale. En 1882 est fondé le Deutscher Kolonialverein,
la société coloniale allemande, notamment par l'explorateur Gerhard Rolfs, suivi par la fondation en 1884 de la Gesellschaft für Deutsche Kolonisation. Les sociétés coloniales tentent de sensibiliser les différents milieux politiques et l'opinion publique, jusqu'ici désintéressés et réticents, pour encourager le mouvement colonial et finissent par attirer leur attention. La politique de Bismarck était jusqu'alors focalisée sur les affaires intérieures. Le Reich, royaume, dont Bismarck a accéléré la fondation en 1871, à l'issue des 3 Einigungskrieg, entre 1864 et 1871, reste fragile et doit être stabilisé et protégé. C'est ainsi qu'il déclare en 1888, en réponse au colonialiste Eugène Wolf, je cite, « Votre carte de l'Afrique est bien jolie, mais ma carte de l'Afrique se trouve en Europe. La France se trouve à gauche, la Russie se trouve à droite, et nous sommes au milieu, c'est ma carte de l'Afrique. » Fin de citation. Et il devance peut-être même Rosenberg, qui expliquera la putréfaction, et cette puterie au passage, d'un état délétère de la France, qui s'est beaucoup trop ouverte comme ça à ces métissages et à la venue de peuples incompatibles, et de la traîtrise de la Russie qui essaye de les assaillir de l'autre côté. Le chancelier Bismarck souhaite respecter le statu quo d'une façon générale et ne pas engager l'Allemagne dans des expansions coloniales, afin de convaincre les autres parties de la pentarchie, du caractère pacifique de son pays. C'est dans le cadre de ce même projet qu'il déclare en 1885 au Reichstag, je cite, « L'Allemagne ne se propose pas d'imiter la politique française. Notre intention n'est pas de créer des provinces, mais de prendre sous notre protection des entreprises commerciales. Nous espérons que l'arbre poussera. S'il n'en est rien, c'est que la plante était mauvaise. Le dommage n'en incombera pas à l'Empire, car les crédits que nous réclamons sont sans importance. Il incombera aux entreprises qui se sont trompées. » En l'occurrence, ça n'a pas pris. Ils ont essayé de fonctionner avec une colonie partenaire commerciale, et ils se sont rendus compte que c'était des mauvaises plantes, des mauvaises graines dans ces régions des plus déjantées. La fondation du Reich en 1871 modifie les relations européennes. Le nouveau royaume se trouve dans l'immédiat en dehors de la pentarchie et bouscule l'équilibre international. Conscient de ces appréhensions, Bismarck mène une politique extérieure sans exigence territoriale afin d'obtenir la reconnaissance du Reich. C'est pour la même raison qu'il déclare le Reich comme saturé et qu'il affirme en février 1874, je cite, « Nous ne suivons pas une politique de domination mais une politique de sécurité. » Fin de citation. Des raisons économiques poussent Bismarck à dévier de ses propos et à s'engager dans la politique coloniale. De même, des raisons de politique extérieure et sociopolitique jouent probablement un rôle dans cette réorientation. Quoi qu'il en soit, l'expérience coloniale n'est qu'un épisode pour Bismarck auquel il envisage de mettre fin dans les années 1880 du fait du manque de rentabilité des colonies. Et c'est pareil, hein. Là, c'est un livre de Iman Haji, donc vous ne pouvez pas l'accuser islamophobie, anti-arabe, anti-maghrébin, je sais pas quoi. Elle relate les faits. La colonie ne fonctionne pas, ce n'est pas rentable pour l'Allemagne, et le livre de Gustave Le Bon, dans Psychologie du socialisme, nous déclarait que pour la France, c'est pareil, les colonies ne rapportaient pas, elles coûtaient plus cher en entretien, en sécurité, en gestion, qu'elles ne rapportaient en produits d'exportation. C'est très important à mettre sur le devant de la scène. Ça n'a jamais rapporté. En fait, et pourquoi on a continué alors? Eh bien parce que les Français étaient piratés de l'intérieur par certains qui voulaient absolument le métissage global et la rencontre du Nord et du Sud, de l'Europe et de l'Afrique. C'est tout. C'est pour ça que ça a été poursuivi. Sinon, c'était pas rentable. Et c'est pas pour rien qu'on s'est d'ailleurs barré après. Quoi qu'il en soit, l'expérience de coloniale n'est qu'un épisode pour Bismarck, qui souhaitait en mettre fin, mais c'était pas rentable. Quant à la Turquie et l'ensemble du Moyen-Orient, il ne représente qu'un facteur insignifiant puisque les puissances européennes sont la principale préoccupation de Bismarck. En outre, la crise orientale sert de ballon d'essai. Il s'agit alors de promouvoir et nourrir les rivalités politiques sans exposer le Reich de façon directe. D'après Bismarck, ce serait un triomphe de la politique allemande si l'Allemagne réussissait
à conserver l'ulcère oriental et à ne pas l'abandonner afin de gêner l'accord des grandes puissances et pour garantir sa propre paix. De plus, une relation amicale avec l'Empire ottoman pourrait s'avérer avantageuse pour l'Allemagne. Alors après, il y a d'autres faits. Là, c'était la page 25. Ok. Ouais, 26 aussi qui est intéressante. Alors vous m'excuserez, aujourd'hui j'ai mangé quelques petits mots quand même, mais on va composer avec. Bismarck appréhende sans doute les conséquences une telle alliance, ouais, il suffit que j'en parle pour que ça se répète, pour ses relations avec les autres puissances européennes. Néanmoins, il convient de noter que pendant la guerre franco-prussienne, le chancelier Bismarck voit dans l'Afrique du Nord un champ qui pourrait être avantageusement exploité par l'Allemagne au détriment de la France. Dans son récit de voyage, l'orientaliste et consul Johann Gottfried Wetzstein relate le séjour qu'il a effectué à Tunis durant la guerre franco-prussienne en compagnie de l'explorateur Gérard Rolfs. Dans son journal intime, il dévoile le caractère conspiratif de ce voyage et révèle que cette opération, menée en tant que mission politique du service de renseignement, a pour but de déstabiliser le sud de l'Algérie française. D'après un rapport de Gérard Rolfs, conservé aux archives politiques de Berlin, Wettstein serait en fait l'instigateur de ce projet. Il contacte Berlin au début de la guerre, indiquant que les indigènes d'Oran ne sont pas disposés à soutenir le gouvernement français, comme il a pu le constater au cours de ces récentes expéditions. Il propose donc d'inciter les tribus du sud de l'Algérie à l'insurrection dans le but d'immobiliser une partie des troupes françaises en Algérie, les empêchant ainsi de participer à la scène de guerre européenne. Bismarck est séduit par cette idée, soulignant que les shérifs du Maroc et les tribus bédouines d'Algérie sont d'après lui des alliés naturels de l'Allemagne. Wettstein et Rolfs sont alors chargés de rejoindre le sud de l'Algérie par la Tunisie. La mission est un échec, les deux hommes ne réussissant pas à rejoindre le sol algérien. Leur agitation en Tunisie, où ils arrivent le 16 août 1870, prend des traits caricaturaux. Cette parenthèse historique n'est cependant pas sans importance, car s'y dessinent les prémices des menées allemandes en Orient et en Afrique du Nord pendant la Première Guerre mondiale. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'après le départ du chancelier de fer, en 1890, que le changement de politique orientale allemand prend toute son importance. La Realpolitik, incarnée par Bismarck, laisse la place à la Weltpolitik de l'empereur Guillaume II d'Allemagne, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de fraternité d'armes. Guillaume II d'Allemagne, le 30 juillet 1994, déclare « Nos consuls en Turquie, en Inde, les agents, etc., doivent embrasser le monde mahométan contre ce peuple mercantile détesté, mensonger et sans scrupules, à une révolte féroce, car si nous devons nous vider de notre sang, l'Angleterre doit au moins perdre l'Inde. » Fin de citation. L'Allemagne est attaquée par une certaine frange de l'Angleterre et de la France. Il y a des groupes qui visiblement ont pris part dans nos pays et qui ne sont pas chrétiens, qui veulent agresser le voisin allemand. Et pas seulement par des problèmes économiques, industriels, de production, d'exportation ou autre. Non, 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 c'est plus grave. C'est qu'ils veulent créer une conflictualité entre cousins germains, gaulois et autres pour aboutir à un autre programme. Et les Allemands s'en aperçoivent. Mais ils comprennent pas l'intégralité de la chose. Et alors ils veulent utiliser les Mahométans comme une arme de guerre, puisqu'ils ont compris que les Français et les Britanniques vont en faire de même. Donc c'est à celui qui les prendra en premier et les manipulera au mieux pour aller détruire les autres, quoi. C'est l'arme humaine, c'est l'arme migratoire, c'est tout ça. En janvier 1896, alors je passe quelques passages, il déclare même à l'ambassadeur russe Osten Saken qu'il suffirait d'une seule remarque de sa part pour déclencher une révolution chez les musulmans. Pas Bismarck, autant pour moi, Guillaume II qui dit ça. Qu'à l'heure actuelle où il s'est rapproché des Mahométans, il suffit une seule remarque de sa part pour déclencher les hostilités. C'est avec les honneurs que le sultan Abdulhamid II
reçoit en son palais la délégation impériale. Cet hommage à sa personne que l'ont refusé les hommes de pouvoir en Europe est sans doute une des raisons qui ont provoqué la sympathie de Guillaume II pour l'Orient, comme le remarque à juste titre Kreutzer, qui rapporte à ce sujet, je cite, alors que Guillaume est couvert de cadeaux précieux et dispendieusement courtisé à Constantinople, et qu'il est admiré comme un frère aîné de la part du Shah perse Nasir ad-Din Shah. Lors de sa visite à Berlin en 1889, le jeune empereur estime qu'il n'est pas dûment salué dans les capitales de l'Europe. Et même le roi ou la représentation, je sais plus comment, parce que le Shah, je crois que c'est un peu un titre comme un roi, quoi. De la Perse au monde mahométan, Guillaume II est salué, et vous le voyez même, je vous avais déjà partagé cette image. Hop là. Entrée avec les honneurs. Du 11 au 26 novembre 1898, Guillaume II entame un deuxième voyage au Moyen-Orient que l'on appellera plus tard le voyage en Palestine. Et c'était déjà avant la Première Guerre et avant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands vont en Palestine, prennent des infos et de la radicalité contre les Juifs aussi. Et c'est pas seulement vouloir juger les Juifs coupables, là visiblement c'est de s'en prendre à tous les Juifs selon la Sourate 9, verset 30 entre autres de l'islam. Cette haine abominable que nous devons combattre bien évidemment, parce que ça s'en prend aux chrétiens tout autant. Cet événement provoque de vivre... En plus, il est allé en Palestine où il mariait des petites filles à cette époque. Parce que jusqu'en 1920, la Palestine, ça appliquait la charia, et des petites filles de 10, 12, 13 ans étaient mariées avec des vieux décadents, dégueulasses, immondes, sans honneur, musulmans. Comprenez? Des Arabes pervers. Cet événement provoque de vives réactions dans celle de Bismarck, qui sidéré déclare, je cite, On a tiré à travers ma trompette. Fin de citation. Au cours de ce voyage, il visite les villes de Constantinople, Haïfa, Jaffa, Jérusalem et Beyrouth. Le 31 octobre 1898, il consacre l'église du Rédempteur construite par la communauté allemande selon la volonté de l'empereur. Donc il vient, et visiblement en Palestine, il obtient quand même, par sa puissance, la possibilité de construire une église du Rédempteur, de ce que je comprends. Le 8 novembre 1898, Guillaume II qualifie Saladin de souverain le plus chevaleresque de tous les temps. Hein. Les musulmans, les arabes, ils sont vaniteux. Vanité n'est qu'à la vanité, retourne à la vanité. Il faut les brosser en sens du poil, leur faire l'éloge. Ils sont rien, mais il faut leur dire qu'ils sont brillants. Comme ça, après, ils bombent le torse et ils se prennent pour les rois. Et de facto, ils font des suçages à foison et à répétition auprès des Européens pour obtenir un peu de nos savoirs, de nos compétences. Et c'est ce qui se passe. L'autre, il lui dit en gros que c'est un souverain le plus chevaleresque de tous les temps lors d'un banquet organisé par le Ser ul Islam Abdullah Effendi en son honneur. Il dépose également une gerbe sur sa tombe avant de lui faire construire un tombeau. Par ce geste, il se présente comme son alter ego et devient, dans la conscience musulmane, l'archétype d'un héros anti-impérialiste à l'instar de Saladin. Lors d'un second voyage encore au Moyen-Orient, l'empereur allemand prononce à Damas un discours historique, cherchant à apparaître comme un ami de l'Empire ottoman et de l'islam. Il déclare, écoutez bien, Puisse Sa Majesté, le Sultan, et les 300 millions de musulmans qui se trouvent partout dans le monde et qui le vénèrent en tant que leur calife, être assurés que l'empereur allemand sera leur ami pour toujours. Fin de citation. Pour Tilman Lütke, cette proclamation marque le début de la politique islamique de l'Allemagne. Certes, la politique allemande est faite d'opportunistes et répond à des nécessités. Pour autant, l'émerveillement de Guillaume II vis-à-vis de l'islam n'en est pas moins véritable, soi-disant comme l'atteste sa remarque dans une lettre adressée au tsar après son voyage. Donc on doit croire une lettre qu'il adresse aux Ottomans, au tsar, pour ceci. My personal feeling in leaving the holy city was that I felt profoundly ashamed before the Muslims and that if I had come there without any religion at all, I certainly would have turned Mahometan. Donc en gros, le feeling de sa personne, visiblement, est bien passé, au lit, dans la paix, dans la joie, dans une sorte de bénédiction à moitié, enfin je sais pas trop
de la sorte dans une ville bénie peut-être, was avec that, hem, avec on va dire, ce qui précédait quoi. Là, j'ai pas tout parce que j'ai pas non plus une haute maîtrise, hein, de l'anglais, mais any religion, ouais, donc avec, toute la religion, at all et la certitude peut-être, certainly would, je sais pas, et la certitude s'est tournée vers les choses mahométanes peut-être. Cette proclamation de l'empereur suscite, comme on peut l'imaginer, l'enthousiasme d'une partie des musulmans, à tel point que certains si enthousiastes propagent la rumeur que l'empereur allemand aurait suivi sa fascination pour la religion musulmane et se serait converti à l'islam. Ce qui est pas vrai. Il serait apparenté au sultan, au prophète, et serait venu libérer les peuples de l'islam de leurs dominateurs français et britanniques. Beaucoup de musulmans nourrissent alors l'espoir que l'Allemagne les libère de la domination étrangère. Par ailleurs, cette euphorie wilhelmienne pour l'islam entraîne ce qu'on appelle la fièvre turque, comme le remarque Karl Heinrich Becker, islamologue allemand devenu professeur en histoire et culture de l'Orient à l'université de Hambourg en 1908, et Wolfgang G. Schwanitz, dans son essai Djihad Madin Germanie, Der Streit um den Heiligen Krieg 1914-1915. Les nombreuses publications littéraires comme les romans de Karl May, les différents récits de voyage, notamment ceux de Paul Wilhelm Kepler et Paul Winan, les exposés scientifiques concernant l'islam, l'avalanche d'articles de presse, l'activité archéologique croissante ainsi que la constitution de plusieurs associations sont autant de symptômes de cette fièvre. Les actions de Guillaume II reposent probablement en grande partie sur un calcul politique, propagandiste. Ben oui, les mecs, c'est des experts. Ils avaient déjà envoyé leur agent, leur espion, prendre la température, connaître ce qui activait et animait vraiment ces gens, et après il suffisait seulement de débarquer et de faire des déclaratifs. Mais ils sont tellement stupides, ces gens du désert, que vous pouvez les manipuler de mille et une manières, avec les histoires des mille et une nuits, quoi. Il y a toujours un conte qui se rajoute. Et ils adorent, ils en redemandent. Ils espèrent trouver dans le pan-islamisme une arme contre son ennemi déclaré, le Royaume-Uni, mais aussi un moyen de contraindre la Russie à mener, comme l'Empire allemand, une guerre sur deux fronts. En effet, la Russie serait obligée de combattre l'Allemagne en Europe de l'Est et les Ottomans dans le Caucase. Pour autant, et malgré l'amitié manifestée envers le sultan ottoman, l'empereur affiche à plusieurs reprises des ambitions coloniales. Et lui, il est pas comme... comment il s'appelait l'autre là, qu'on a vu tout à l'heure. Il y en a un autre avant Guillaume II, et il m'échappe comme par hasard. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, il a maintenant des ambitions et pas des moindres, puisqu'on nous dit c'est le cas en 1899 quand Guillaume II déclare à l'impérialiste britannique Cecil Rhodes que depuis des années il envisage de s'octroyer la Mésopotamie comme colonie, ce que je vais déclarer tout à l'heure. C'est pour cette raison que le journaliste américain William Hall l'accuse d'hypocrisie et affirme qu'en réalité Guillaume II a l'intention de s'emparer de l'Orient en suivant l'exemple des croisés. Alléluia! Et ça se répétera avec le nouveau Reich des Allemands, ne vous en faites pas. Et ce ne sera pas que les Allemands, puisque là, pour une fois, ce qui est chose incroyable, et c'est magnifique, la manière dont les services de renseignement et dont ceux qui fomentent le quatrième Reich ont œuvré, c'est-à-dire infiltrer la France, l'Espagne, l'Italie ou encore l'Angleterre, nous traficoter de l'intérieur pour laisser entrer les ennemis les plus détestables, ceux que nous avons combattus de tout temps, qui venaient à chaque fois et tentaient de revenir. Là, ils ont fait rentrer, ils ont monté comme ça cette pression, cette animosité, cette haine qui n'est pas gratuite, qui est maintenant normale, qui est une réponse, pour faire en sorte que quand le quatrième Reich va se mettre en place, c'est pas comme pendant le troisième où les Allemands combattaient les Français, il y a eu des problèmes avec les Britanniques. Là, c'est Britanniques, Français, Allemands, Belges, Italiens, Espagnols et autres, on va tous être ensemble pour un méga royaume européen. On va leur botter le cul en beauté et ça va être magnifique. C'est pour ça que je vous dis, préparez-vous, il y a quelque chose de grand, de gigantesque. Je crois que ça n'a jamais été écrit encore dans l'histoire, un tel phénomène qui va se produire, de telles alliances. C'est juste magnifique ce qui se prépare. Et je peux vous dire qu'on va en charger des wagons. Ah ça, on va en charger le capitaine. Tchou, tchou. Il va être là, allez hop,
Vous me les chargez ces chiens-là, et par paquet, là, ceux qui ont la rage, dans l'autre wagon, ça sera pour les tests médicaux, pour faire avancer notre science, ou encore ce sera des cobayes pour autre chose. En fait pas, on va répéter les opérations, ça va être magnifique. Vraiment magnifique. Nous ne saurons déterminer avec certitude les motivations réelles qui ont poussé l'empereur allemand à établir la politique islamique, sa fascination pour une éventuelle rébellion islamique ou ses ambitions concrètes au Moyen-Orient. Malgré ses intentions propagandistes et ses motivations anti-anglaises, Guillaume II est plus tolérant et indulgent envers l'islam et ses adeptes que beaucoup de ses sujets, mais surtout des autres représentants des puissances engagées en Orient. Comme je vous disais, pour ne pas attiser les regards et le recul nécessaire auprès de certaines populations, bah, vous avez juste à leur dire quoi, tu veux manger du halal, allez on te met du halal. Tu veux quoi, tu veux un imam encore, bon allez on va te mettre un imam. Et après, l'autre opération suit son cours. Curieusement, Guillaume II entretient en parallèle de ses relations avec le sultan ottoman des liens avec Théodore Herzl, fondateur du mouvement sioniste. Herzl espère allier l'empereur à la cause sioniste. Il cherche à le convaincre de fonder une compagnie pour promouvoir la colonisation germano-juive de la Palestine ottomane, tout en s'assurant du soutien du sultan, donc d'un musulman, quoi. C'est incroyable. D'après Herzl, il serait salutaire pour les juifs d'être sous le protectorat de cette Allemagne si forte, si grande, si morale, si magnifiquement administré, si bien organisé. Bon là, pareil, le jeu de dupes. Après une première rencontre le 22 avril 1896 à Karlsruhe, Guillaume II reçoit Herzl durant son voyage en Palestine. Comprenant parfaitement bien ce mouvement, il adhère alors à son projet et se montre disposé à assurer le protectorat de l'État juif dont il se dit prêt à défendre les intérêts auprès du sultan. Pourtant, il abandonne très vite apparemment le projet sioniste. Sa visite du Moyen-Orient et sa rencontre avec le sultan sanguinaire à Constantinople, seulement 2 ans après la fin des massacres perpétrés contre la population arménienne, les Arméniens étaient des chrétiens, donc massacrés par les musulmans, mais on nous dira qu'ils se déplacent en paix. Enfin, les musulmans réécriront l'histoire que les Arabes sont gentils, que les musulmans sont gentils, qu'on est islamophobe, et qu'en Arménie, c'est... Non, il n'y a pas d'explication. Et que partout dans le monde, il n'y a pas d'explication d'ailleurs. Donc là, pour une coopération militaire économique entre les deux empires, dont le projet le plus éclatant est la construction de la ligne de chemin de fer reliant Constantinople à Bagdad, ce qui serait nommé la Bagdad-Ban, qui déclenche une guerre économique étant donné que le quasi-monopole allemand de l'exploitation ferroviaire et pétrolière est une réelle menace pour l'Empire britannique. Pour la réalisation de ses visions pan-islamiques et de ses ambitions au Moyen-Orient, Guillaume II profite avant tout du soutien fidèle et des services dévoués de la personne, qui deviendra pour les uns le prophète du djihad mondial, pour les autres le père allemand de la guerre sainte, à savoir le baron Max von Oppenheim. Max von Oppenheim déclare notamment: si je pouvais favoriser les intérêts patriotiques allemands d'une manière quelconque, il serait mon plus ardent effort de le réaliser. Il y a autre chose sur le chemin de fer, c'est que ça y est, il est réalisé là, enfin il est en cours de réalisation avec l'Arabie Saoudite et la Turquie, qui ont fait une alliance avec le soutien américain en arrière-plan pour établir ce chemin ferré qui au passage mènera aux routes de la soie. Et là où les supertankers et autres peuvent être bloqués en route maritime par les détroits et les enclaves, les exclaves, autant pour moi, eh bien vous aurez un autre moyen. La route de la soie des Chinois, entre autres. C'est incroyable. 31, 31, 31, donc les chemins de fer là ici, après page 33. On a quoi? On a 1 heure et demie. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'aimerais bien aborder aussi la délinquance et l'immigration. Vous savez quoi? On va faire encore une petite demi-heure, je pense, de ce livre. Je conclurai, ça fera une émission de 2 heures. La prochaine fois, on refera peut-être une petite demi-heure de ce livre et nous basculerons à délinquance et immigration, un lien avéré. À ceci, après, ça basculera sur l'alerte rouge, sur l'Amérique. Qu'est-ce qu'un fascisme? Qu'est-ce qu'un fasciste même? Un autre livre. Et après peut-être 3 ou 4 émissions, nous arriverons à ce que je veux. Donc le fil conducteur doit nous conduire au Quatrième Reich. Et il y a un livre dessus, et notamment le recrutement des nazis par les Européens et les Américains,
comment certains se retrouvaient dans dans des grandes entreprises et dans des endroits de décision. Également, la manière dont ils ont pu passer avec les soutiens de certaines églises. Beaucoup de nazis aussi qui ont pu partir en Argentine, au Brésil, dans l'Amérique, entre autres, du Sud. C'est magnifique. C'est pour vous dire que, déjà l'hémisphère occidental est bien maîtrisé. La partie européenne, est en cours pour l'instant de conflit, mais qu'au moment où tout va péter, eh ben, nous allons avoir du soutien extérieur pour la croisade globale et les 144 000 mètres vont nous permettre de régner et de vaincre sur les impies, disons les choses. Ces impies qui sont venus chez nous, quoi. Ils n'avaient pas à être là. Point. Alors, page 33, Max von Oppenheim, juif, qui du coup déclenche le djihad des musulmans. C'est vous dire comment ils sont trop crétins, ces gens-là. C'est incroyable. En 1893, alors âgé de 33 ans, il voyage en Mésopotamie où il réside chez les Bédouins. S'intéressant à leur histoire et leurs mœurs, il y retourne régulièrement et devient ainsi le chroniqueur de ce monde en voie de disparition. En 1899, alors que la Deutsche Bank lui confie la mission de trouver un tracé pour la Bagdad-Ban, on lui conte, sous une tente bédouine, l'histoire d'une sculpture qui aurait été découverte sur une colline en levant une tombe. Intrigué, il se rend sur place à Tel Alaf, aujourd'hui en Syrie du Nord, pour éclaircir ce mystère. C'est ainsi qu'il y découvre une métropole antique qui fait partie des découvertes les plus importantes de la culture araméenne d'il y a plus de 3000 ans. Après le changement significatif de la politique orientale britannique et le plan anglais de partage de l'Empire ottoman, l'Allemagne prend conscience qu'elle manque cruellement d'informations sur l'Orient. Les connaissances d'Oppenheim en la matière et son expertise sur les évolutions politiques en Afrique du Nord et en Afrique centrale deviennent alors indispensables. Cette situation débouche seulement quelques semaines plus tard sur l'initiative Kaiser Hatzefeld d'aménagement d'un poste particulier dédié à l'observation du monde musulman au consulat général du Caire. Cette mission est confiée à Max von Oppenheim, qui par hasard ou par prévoyance est présent à Londres. Elle consiste en l'observation des évolutions du monde de l'islam afin de prévenir l'Europe d'un éventuel soulèvement. Pour cela, il doit s'approcher des indigènes, afin de pouvoir analyser l'atmosphère ambiante. Le 2 juin 1896, Max von Oppenheim prend son service au consulat général du Caire et occupe ce poste jusqu'en 1909, année qu'il qualifie lui-même des plus belles années de sa vie. En effet, ce poste lui permet de travailler librement et indépendamment, tout en entretenant des échanges riches avec la population autochtone. Dans ses mémoires, il qualifiera le Caire, sa vie au Caire, de double vie, partagée entre la communauté européenne et le monde autochtone. Alors attends. Pourquoi j'ai pas cette partie-là il est juif? Ah oui, il avait voyagé aussi à Fès, au Maroc, en 1886. Hum, hum. Il avait des liens familiaux au ministère. Il était... Ah oui, voilà, c'est ça. En réalité, ce sont ses origines juives qui sont citées à maintes reprises dans une élocution antisémite comme justification pour empêcher son admission au ministère. Pour ce Max von Oppenheim, mais finalement, ça passe. Ça passe de justesse. Quelques photos également. Quand il se rend, il se met dans les conditions des Mahométans, turban sur le crâne et autres. Max von Oppenheim, citation. Dans cette lutte contre l'Angleterre qui nous a été imposée et que celle-ci veut mener sans merci, l'islam deviendra notre arme la plus importante. La propagande. Max von Oppenheim présente son mémoire Denkschrift betreffend die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde en novembre 1914, quelques mois après l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Ce document, un volume de 136 pages, présente une stratégie pour déclencher des soulèvements autochtones dans les colonies des puissances coloniales ennemies de l'Allemagne
soit la France, la Russie et surtout le Royaume-Uni. Donc c'est pas le seul, hein. Tout à l'heure, il y en avait 2 autres dont on a parlé, qui voyageaient, qui avaient essayé d'atteindre l'Algérie du Sud pour déstabiliser, puis aussi le Maroc. Et bien là, Max von Oppenheim, c'est la même catégorie. Il se situe dans cette envie de créer du désordre. Après sa réintégration dans le corps diplomatique, la rédaction de ce mémoire est sa première mission. Max von Oppenheim y décrit en détail la situation dans les territoires britanniques, français et russes et adapte la manière d'agir à chaque pays-région en question, notamment l'Égypte, les régions musulmanes russes, la Perse, l'Afghanistan, l'Inde, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et d'autres régions africaines. Oppenheim développe ce qu'il appelle les propositions pratiques et explique de quelle façon il faudrait, selon lui, procéder avec les prisonniers de guerre. Dès le début, Max von Oppenheim précise la condition préalable essentielle. Pour réussir à soulever les territoires musulmans des ennemis, il s'agit de la coopération inconditionnelle des Turcs sous le drapeau du sultan calife. Suite au ralliement à l'Allemagne de l'Empire ottoman, un appel à la guerre sainte, Heiliger Krieg, pourra être lancé. Il ajoute que cet appel au djihad ne doit pas être formulé contre les mécréants, de façon générale, mais seulement contre les occupants, afin de ne pas nuire aux autres nationalités et surtout pour prévenir des tensions entre les hindous et les musulmans en Inde. Ça, c'est avant le Pakistan. Okay, il faut déclencher le djihad, mais pas que contre les mécréants. Ça doit être plus travaillé, plus subtil. Sinon, ça va entraîner des désastres entre les hindous et les musulmans en Inde. Une fois que le djihad sera proclamé, la lutte dans les rangs des Allemands et contre la triple entente serait élevée au rang d'obligation religieuse pour tous les musulmans. Nous n'allons pas, dans le cadre de ce travail, procéder à une analyse systématique et détaillée de ce mémoire d'Oppenheim. Néanmoins, nous allons présenter des aspects auxquels nous accordons un rôle déterminant et porter un intérêt particulier à ces propositions pour la Tunisie. 39, c'est quoi que je vais les mettre déjà? Ok, je passe quelques extraits. Max von Oppenheim voit dans la possession coloniale le point le plus vulnérable de l'Angleterre et en celle-ci l'adversaire principal de l'Allemagne. L'action en Égypte et en Inde serait alors la priorité. Concernant l'Égypte, il préconise ceci. Je cite. La propagande, au nom du sultan calife, doit être pratiquée de façon progressive avec beaucoup de pression afin d'agiter, a fortiori, les classes populaires par des appels et d'autres moyens. L'élément religieux en particulier doit être soulevé par Al-Azhar, les confréries, etc. Il faudrait organiser autant de petits putschs, attentats, etc. que possible, peu importe s'ils aboutissent ou non. De toute manière, ils contribueront à affoler les Anglais en Égypte davantage qu'ils ne le sont visiblement déjà. Plus les représailles seront cruelles et, le plus souvent, elles toucheront des innocents, circonstance à laquelle il faut s'attendre, plus elles augmenteront la colère et le fanatisme du peuple, les citadins jugés, à tort, comme étant trop lâches, et les fellahs seront ainsi mobilisés dans la lutte sans merci afin de chasser les Anglais. Fin de citation. Ce passage nous montre que Max von Oppenheim cherche non seulement à susciter le fanatisme du peuple, mais n'hésite pas à sacrifier des innocents afin d'affaiblir l'ennemi. Il s'agit dans ce cas non pas d'un dommage collatéral regrettable, mais bien d'un objectif recherché à dessein. Et dans le design, c'est en décompose. Design, c'est l'identité de l'être, la raison de l'être, entre autres. Quant aux Algériens ou Tunisiens, Oppenheim précise qu'ils sont animés par la même haine envers les Français. Ça a pas changé, hein. Algériens, Tunisiens, Marocains, ils détestent les Français, même après la colonisation. Qu'ils aspirent à la libération de la domination étrangère, mais qu'ils sont bien conscients de leur impuissance. Pourtant, aujourd'hui, tu entends partout les one to three comme si c'était les rois de la planète. Mais bah l'Algérie, que dalle. Même leur drapeau est artificiel. Il souligne l'importance des confréries soufis de fait, de leur organisation et de leur influence sur le peuple et la nécessité de les intégrer à l'action allemande. En Algérie et Tunisie, il faut également commencer les efforts d'agitation des confréries religieuses pour la réalisation des soulèvements, avant de préciser, je cite, « Ici, les Français ont privilégié le clergé islamique de toute influence. » Ils ont donc privé ce clergé de toute influence. En conséquence,
les ordres religieux mystiques, qui ont trouvé un terrain très fertile au sein de la population superstitieuse de toute l'Afrique du Nord-Ouest, sont devenus une grande puissance dans cette région, malgré tous les comptes très forts du gouvernement. Ils sont bien organisés et dirigent le peuple. Fin de citation. Lors de sa rencontre avec le Saïr al-Islam, au Saïr al-Islam, en 1905, Oppenheim l'a entre autres questionné sur les confréries religieuses et notamment sur leur implication politique. Il semble qu'il prévoyait déjà une éventuelle coopération avec les confréries à des fins politiques. Selon lui, certaines conditions sont nécessaires à des insurrections importantes. Je cite, un approvisionnement suffisant d'armes, l'agitation par les confréries et les émissaires de Constantinople, l'intime conviction sur la base des communications des rapports de guerre véridiques que les Français sont écrasés en Europe et incapables d'envoyer davantage de troupes en Algérie et Tunisie, et la démolition du pouvoir français au Maroc. Fin de citation. D'ailleurs, je ne sais même pas si les Marocains, les Algériens ou autres développent aujourd'hui leurs propres armes. Dans le passé, ils avaient quelques fusils, mais je ne sais pas si aujourd'hui ils ont leur propre production d'armes. Faudrait que je regarde. Ils ont des militaires quand même, tu me diras, des commandes avec certains équipements, mais est-ce qu'ils ont leur propre production? Je sais pas, faut regarder. Alors après, il est dit l'intime conviction sur les bases des communications des rapports de guerre véridiques que les Français sont écrasés en Europe et incapables d'envoyer davantage de troupes en Algérie et Tunisie et la démolition du pouvoir français au Maroc. Donc, il mentionne aussi le fait que des soldats algériens et tunisiens capturés, surnommés selon l'usage Al-Oswardig Amt, par le terme collectif Turcos, auraient raconté avoir été utilisés comme chair à canon par les Français en étant placés en première ligne. Hein, on est loin du mythe des maghrébins venus sauver la France. Non, on est juste sur des engagés parce qu'il y avait des sous à faire. Peut-être même, pourquoi pas, obtenir un titre d'identité et vivre parmi les civilisés et la haute technologie européenne. Sauf que ils étaient finalement les dindons de la farce. Ils étaient en première ligne. Donc de la chair à canon. Comme je disais l'autre jour, parce que c'était la stratégie des Français, enfin des élites françaises et britanniques, que de mettre des basanés pour aller tuer des Blancs. Et ça foutrait encore plus la rage et la haine aux Allemands. Et après, quand ils sont capturés par les Allemands, ils jouent les victimes. Et ces Maghrébins-là, ils sont engagés pour faire de l'argent, comme des mercenaires. Ils agissent pour la France ou pour l'Angleterre. Puis après, ils se font capturer. Et quand ils se font capturer, ils font la chouinerie de on savait pas, on a été mis en première ligne, quoi. Bien qu'il se méfie d'une certaine ardeur au combat des Turcos à l'encontre des Allemands en raison de ces mitraillades, il envisage comme absolument possible l'utilisation de ces soldats algériens et tunisiens. Hein. Cette possibilité aurait déjà été évoquée par le baron Wangenheim, ancien consul à Fès, donc au Maroc, par les Ottomans et surtout par des descendants de l'émir algérien Abd al-Qadir, exilé à Damas. Cependant, il est conscient que les Maghrébins, même s'ils sont profondément hostiles aux Français en raison de la domination coloniale, ont des intérêts personnels et matériels qui en lient certains à leurs dominateurs. Pour cette raison, il serait nécessaire de détecter les prisonniers de guerre maghrébins influencés ou corrompus par les Français afin de les séparer. Donc il voulait faire le bon grain de livret et reprendre après les autres prisonniers qui pourraient se retourner contre les Français. Oppenheim propose de localiser les positions des groupements de soldats maghrébins de l'armée française, de leur faire parvenir par aéronautes des appels les incitant à ne pas lutter contre les Allemands et à rejoindre leur camp où ils seront bien traités et informés des victoires allemandes et de l'intervention du sultan contre la Triple Entente. Il propose également d'envoyer des interprètes arabes sur les fronts allemands afin d'accueillir les prisonniers et les accompagner en Allemagne. Il considère comme crucial pour l'action allemande de réunir tous les prisonniers français musulmans dans un seul camp où ils pourront vivre loin de l'influence des Français ou des Anglais. En gros, les remettre en confiance comme s'ils étaient sur leur terre ancestrale. Et après, comme ça, les prendre dans leur rang et les envoyer contre les Français ou bien contre les Russes. Ils sont malins, les Allemands. Il préconise de les faire bénéficier d'un traitement particulier. Je cite. Les prisonniers musulmans
seraient bien traités dans leur camp, en prenant en compte le fait qu'ils viennent des régions chaudes du sud. Il faudrait leur construire une petite mosquée, ce qui est facilement réalisable sous forme de baraque. En outre, il faudrait leur offrir la possibilité de faire leur ablution. Un imam musulman devrait être mis à leur disposition. Il est facilement possible de convoquer un religieux algérien, peut-être même fanatique et anti-français, de Constantinople ou de Damas. Si on sert autant pour moi de la viande aux prisonniers, il faut qu'ils abattent les bêtes selon leur rite, donc que ce soit halal. Fin de citation. Et c'est ce qui donnera après l'élan pour que les Français répondent par la création de la mosquée en France, à Paris, dans la métropole. On reparlera de ça d'ailleurs, de la classification des musulmans, de ce djihad, de la guerre européenne hein, qui serait profitable soi-disant pour la paix, entre autres. Des Allemands aussi qui deviennent l'unique fournisseur d'armes de l'armée ottomane. Bref, et de ceci. Parce que là, nous sommes à 1h45. Je vais conclure pour aujourd'hui. En plus, je sais pas ce qui s'est passé là, mais quelques petits mots comme ça, qui étaient mal lus, mal retransmis. Enfin, dans l'ensemble, je pense que l'émission était correcte, à la fois par le début, ce qui me venait en tête, et par la lecture de quelques passages marquants de ce livre, où je reconnais à Iman Haji, à cette femme, un bon talent quand même. Disons les choses, quand il y en a qui écrivent bien, je le reconnais, comme Amin Malouf aussi, de ces régions, enfin profil arabe maghrébin, parce qu'en l'occurrence Amin Malouf, lui c'est un arabe chrétien, je crois, il était d'Égypte, puis il s'est retrouvé au Liban, et il a fui les frères musulmans. Bon, après, il nous a relaté son histoire des Arabes que je devrais démystifier par la suite hein, pour recontextualiser, parce que lui nous en fait un roman, alors que normalement c'est de l'histoire, donc il faut des sources. Donc je corrigerai les quelques erreurs de son travail, hein, parce que ça reste un être humain après tout. Et en revanche, moins brillant, bon, après c'est une thèse, vous me direz, d'un universitaire, il me semble, en France. Et lui, par contre, je vais le corriger, comme également je finirai prochainement la correction de cet autre arabo-musulman bon, qui écrit pas très bien là-dedans et surtout bon, bah, qui sert du réchauffé de sa communauté. Voilà. Et après, bon, il y a d'autres choses plus légères. Hop là, notamment ceci. Vivons-nous en pleine science-fiction. Alors, je l'ai débuté, je suis quoi? Je suis à la page. Vraiment au tout début, à la page 26, chapitre 2. Mais ça permettra ouais, d'aller sur des thèmes plus légers aussi. Donc je pense que prochainement, allez, 5-6 épisodes pour nous conduire jusqu'au quatrième Reich, qui vont peut-être être, entrecoupés avec des sujets moins denses ou moins problématiques, disons ça comme ça. J'aborderai d'ailleurs un sujet aussi sur l'Amérique. J'ai un livre là sur le Tao, ça on le fera. En dehors de ceci, bon après il faut que je poursuive mon écriture, moi j'ai du travail à côté. Et sur le langage, ça va être vraiment les axes que je vais emprunter dans les semaines à venir et aussi essayer de vous produire une revue des actualités avec les faits marquants pour le mois d'août. Donc ça interviendra vers la fin du mois. N'hésitez pas à soutenir le travail par des likes, des partages et à faire fonctionner bah, votre tête en mettant des commentaires, en vous mobilisant. Et d'ailleurs, en parlant de construire des arguments, bien gérer ses phrases. Normalement, vous voyez déjà que mon phrasé aussi s'améliore. J'essaye de mieux gérer les mots connecteurs, d'éviter les tics de langage, parce que j'ai pris acte de mes anciens contenus, notamment entre 2020 et 2022, où c'était pas catastrophique, mais je pense que l'écoute était dérangée au vu des récurrences de mots comme donc, etc. On a, tu veux, vous voyez, on arrive, c'est-à-dire, bref. Ça fait beaucoup de choses qui bloquaient, alors que j'aurais dû laisser des passages blancs pour mieux après entamer la suite de mes phrases. Mais tout ça est le fruit bah, d'une évolution. Hein. J'ai pas forcément fait une carrière universitaire. Je fais par mes propres moyens, en autodidacte. Et ça va, ça porte quand même ses fruits. La bibliothèque se complète.
la compréhension du monde se valide et je vous propose, des bonnes connexions entre, l'actualité, mes pensées, les partages également quand je vais à l'église, les petites notes que je mets, mon passage également, à l'écriture. C'est tout un tas de moyens que je me suis, mis en place pour pouvoir, combattre sur différents niveaux et augmenter d'ailleurs et pourquoi pas transmettre. Et j'espère que quand vous passez par là, il en ressort toujours quelque chose. Une transmission de savoir, de connaissances, de manière même de parler, d'aborder les thèmes. Et donc sur ce, sujet, je vous mêlerai alors, c'est un truc, français, faire du commentaire de texte, en arriver à présenter la poésie, les différentes classifications, même dans les œuvres des romans, par exemple, des livres d'idées aussi. Et en fait, ça va me permettre, ni plus ni moins, de me préparer, intellectuellement avec les bonnes méthodes pour 2027. Puisqu'en 2027, je vais reprendre la plupart des livres et je vais vous en faire des fiches. Au lieu de seulement vous lire les passages qui m'ont marqué et de diminuer, je sais pas, 200-300 000 caractères en à peu près 30-40 000 caractères parce que je vous ai vraiment pris les passages les plus essentiels, et ben, je reformulerai et je vous en livrerai ma pensée sur l'auteur, sur les faits, sur le problème, abordé, sur les points de vue, ou non et de la problématique après la solution. Quelle réponse a été, exercée, proposée, dans chaque ouvrage? Et de tout ceci, après, je ferai un autre travail, c'est de dire: «OK, eux, ils en ont dit ceci et moi, ce que j'en comprends». Voilà. N'hésitez pas à suivre les prochaines, émissions, aventures. Je vous dis à très bientôt. La vérité est notre avenir. En tant que chrétien, notre victoire est déjà assurée sur les infidèles, les impies et tous les autres encore qui nous détestent et je vous invite, de votre côté, également, à vraiment travailler chaque jour, essayer de vous mettre un nouveau mot, dans votre lexique, à, augmenter votre maîtrise de notamment du français. Pourquoi pas étudier d'autres langues, à côté, si vous avez un peu de temps et pas seulement répéter. Il faut éviter l'enfermement sur les mêmes sujets ou sur les trends, les modes, et essayez vous-même d'entretenir un compte, Twitter ou encore de vous lancer sur YouTube, c'est très important. Même si vous faites 5 vues, 10 vues, vous savez, il y a des moments où j'étais en chute libre parce que j'avais délaissé ma première chaîne à plus de 3 000 abonnés. J'avais également, celle-ci, à plus de 700 abonnés, bon qui était à l'époque à 500-600. Pareil, elle était restée, comme ça, sans utilisation et j'avais basculé sur, Victoramen. Des fois, ça faisait 20-30 vues, mais même 20-30 vues, il faut y aller. Parce que c'est pour vous, dans un premier temps. Ensuite, votre environnement, l'entourage. Essayez de les motiver également à changer. C'est pas seulement en commentant, en disant: «Ouais, ça va pas», non. Exposer de la présentation, proposer après la solution. Allez, la victoire est assurée comme je disais, hein, notre, valeur, enfin même nos valeurs sont ancrées. Vous connaissez encore les autres choses avec le V et le A. Quoi qu'il en soit, notre direction est là et ensemble, il n'y a pas de supérieur d'inférieur, c'est ensemble, on va se fortifier et on va réaliser la transformation. Revenir à nos origines, à la fierté européenne et au christianisme. Alléluia.